de temps. Je vais commencer ce cours par deux préalables un petit peu méthodologiques, enfin un préalable méthodologique et puis une considération géographique, puisque l'histoire naît souvent avec la géographie. Tout d'abord, vous dire la complexité du domaine. Je veux commencer par dire que je ne suis pas historien. J'ai trop de respect pour les historiens pour faire semblant de l'être. Et donc, voilà, c'est un cours à mi-chemin de l'histoire et de considération un petit peu générale concernant le judaïsme. Il y aura une sorte de mélange peut-être un peu des genres. J'essaierai d'être le plus clair possible, mais ce n'est pas un cours d'histoire pure. Je n'en ai pas la capacité d'ailleurs. Donc, les idées qui vont s'exprimer n'exprimeront pas non plus ce qu'on appelle the state of the art, c'est-à-dire les dernières recherches en cours. Je ne parlerai pas non plus des nombreuses controverses qui occupent ce champ historique de l'histoire juive, parce qu'il en est de nombreuses. D'abord sur l'historicité de la sortie d'Égypte, sur l'historicité même des rois David et Salomon, qui sont pourtant les piliers de la tradition. J'en ferai mention quand ce sera utile. Mais donc c'est une sorte d'histoire un peu générale que je vous propose, qui essaiera d'éviter en tout cas deux écueils, de positionner l'histoire juive entre deux écueils qui me semble important. Premier écueil, une conception que j'appellerais isolationniste de l'histoire juive, une sorte d'histoire hors sol. C'est vrai que quand on prend la tradition, d'ailleurs je l'ai raconté à travers la fête de Pessah, le narratif de la tradition met volontiers l'accent sur tout ce qui est rupture avec les civilisations environnantes. On connaît le Lech Lecha d'Abraham, va pour toi, et cette triple rupture des déterminismes locaux sort de la maison de ton père, sort de la civilisation, sort de ton temps. Donc on insiste sur les ruptures épistémologiques et historiques d'Abraham qui instaurent une histoire hébraïque puis une histoire juive. On l'a vu aussi lors de la sortie d'Égypte, où le contre-modèle égyptien fournit la cause, le thème d'une rupture avec tout ce qui environne. Et de fait, l'histoire juive, évidemment soucieuse à la fois de raconter des événements, mais en même temps de constituer une mémoire et une identité, met l'accent constamment plus sur les ruptures que les liens que la civilisation hébraïque a eu avec les civilisations environnantes. Évidemment, le point de vue de l'historien est tout à fait différent. Il est évident que l'histoire des Hébreux, qui deviendra Israël et qui deviendront les Juifs par la suite, à des périodes différentes, est une histoire de liens constants, en fait, que ce soit des liens d'opposition, mais en fait pas seulement d'opposition. Les Juifs, les Israélites ont commercé avec les Cananéens, quand bien même ils sont honnis dans la Bible. Donc voilà, je tenterai d'éviter l'écueil de cette histoire isolationniste. Et de fait, c'est un petit peu ce que je veux faire, surtout dans la première grande partie, insérer l'histoire juive dans le grand flux de l'histoire moyenne-orientale, extrêmement riche et dont la civilisation hébraïque, c'est évident, reprend de nombreux aspects. Le deuxième écueil, c'est d'avoir une vision, une conception complètement périphérique de l'histoire juive, donner une sensation de flux continu, même s'il y a bien sûr beaucoup de ruptures, où les Juifs en tout cas sont acteurs de leur histoire. Et ça c'est important parce que dans les manuels scolaires tels que l'histoire juive est enseignée à l'école, les Juifs surgissent souvent par à-coups. On ne comprend absolument pas le fil directeur de cette histoire juive. Avant, dans les programmes d'il y a quelques décennies, les Juifs étaient considérés comme une civilisation du monde antique. On étudiait les Égyptiens, on étudiait les Babyloniens. Je me souviens encore de ce cours en 6e où il y avait ce beau dessin du temple. Bref, ils étaient insérés comme l'une des civilisations du monde antique. Et puis récemment, bien sûr, il y a eu différentes réformes programmatiques, mais par exemple les programmes de 2008 en histoire placent le judaïsme juste après la présentation des Romains et de Rome, juste avant l'Empire byzantin et les Carolingiens, et c'est un exemple parmi tant d'autres, effectivement éminemment contestable. Le judaïsme ici et les Juifs apparaissent comme une espèce de stade liminaire avant le triomphe du christianisme, des histoires orientées, en tout cas, même si ce n'est pas volontaire, chargées idéologiquement. Et puis, quand on étudie l'histoire juive, donc on voit les Juifs vaguement dans l'histoire antique, et puis après on les retrouve dans une civilisation méditerranéenne dont on nous dit qu'elle est multiculturelle.
Là, il y a des chrétiens, des arabes musulmans, des juifs. Donc, les juifs participent de cette culture multiculturelle, mais on ne voit pas trop bien comment ils sont arrivés là, ce qu'ils font là. Et puis, on les retrouve au 19e siècle avec l'affaire Dreyfus, on les retrouve bien sûr avec la Shoah et on les retrouve avec la création de l'État d'Israël. C'est un petit peu les 5 grands moments qui en général sont thématisés dans l'enseignement du judaïsme ou de l'histoire juive, et c'est évidemment à n'y rien comprendre. Les Juifs apparaissent souvent de manière périphérique, sans aucune continuité historique. Et ils sont toujours en quelque sorte objets de l'histoire d'autrui, mais jamais acteurs de leur propre histoire. Donc ça, c'est vraiment un deuxième écueil que j'espère ce cours contribuera à lever, donner une sensation de continuité, quand bien même elle se déroule dans des contextes, encore une fois, historiques différents, avec beaucoup de ruptures, mais il y a bel et bien une histoire juive qui se constitue. Donc, ni histoire hors sol, complètement détachée des civilisations environnantes, ni non plus simplement périphérie, petit groupe qui apparaît dans des contextes historiques sans autonomie, sans décision de leur propre histoire. Voilà, ce sera donc une sorte de cours de culture générale qui essaiera de naviguer entre ces deux écueils. Un autre préalable, ça c'était le préalable un peu méthodologique, on va dire. Un autre préalable sans lequel on ne comprend pas grand-chose, effectivement, à l'histoire hébraïque, israélite, juive, c'est le contexte géographique. Ici, je vais nommer quelques versets issus du Deutéronome chapitre 11, versets 10-20, je ne vais pas tous les lire. Mais on est dit la chose suivante, assez intéressante, car le pays où tu vas pour le conquérir ne ressemble point au pays d'Égypte. Donc c'est Dieu qui s'adresse au Béné Israël et leur parle un petit peu de cette terre promise vers laquelle ils se destinent. Ce pays ne ressemble point au pays d'Égypte d'où vous êtes sortis. Là, tu devras semer ta graine et l'humecter à l'aide du pied, comme en un jardin potager. Mais le pays que vous allez conquérir est un pays de montagnes et de vallées, abreuvé par les pluies du ciel, un pays sur lequel veille l'Éternel ton Dieu, etc., etc. Il y a des choses très, très intéressantes qui sont dites ici, parce que cette terre, effectivement, n'est pas une terre d'irrigation comme l'était l'Égypte. L'eau vient du ciel, ça paraît extrêmement banal de dire ça, mais pour les Égyptiens, vous le savez, le Pharaon était l'incarnation de Dieu sur terre, il était d'ailleurs incarné dans le Nil. Le Nil et le Pharaon, c'était deux aspects de la même réalité divine, et tout venait de ce Nil nourricier. D'ailleurs, les Égyptiens avaient une formule tout à fait méprisante pour les peuples étrangers qui disait, ils se gaussaient volontiers de ce Nil dans le ciel et pour les peuples étrangers. À savoir, voilà, les étrangers n'ont pas cette chance que nous avons, ils sont obligés d'attendre leur lot et donc la subsistance, cette terre sèche, du ciel. Et de fait, ça paraît un petit peu primaire de dire ça, mais ça positionne aussi une attente vis-à-vis des phénomènes plus grands que soi, une attente peut-être des dons de Dieu. Si la religion s'est développée de manière monothéiste dans cette ère-là, ce n'est peut-être pas par hasard. En tout cas, c'est une notation intéressante sur le fait que les structures géographiques conditionnent peut-être la manière dont on imagine les puissances surnaturelles et Dieu en particulier. C'est un monde extrêmement sec, extrêmement difficile, à la géographie difficile, où les hommes, où les peuples différents qui vont peupler cette terre attendent, espèrent et peut-être prient et construisent une relation aux événements naturels et surnaturels tout à fait particulière. Évidemment, c'est quelque chose dont il faudra se souvenir de la formation très progressive de la religion hébraïque avant même qu'elle devienne juive. Autre fait géographique, cette région du Moyen-Orient a été très très compliquée d'un point de vue géographique. Toutes les formes de relief y cohabitent dans un ordre un petit peu compliqué. Il y a des plaines, il y a des plateaux, il y a des collines et des montagnes. C'est extrêmement difficile d'y voir une structure bien nette. Par contre, quand on prend la coupe d'Israël, qui est plutôt longitudinale, on le sait, eh bien effectivement, on a des plateaux qui s'élèvent d'ouest en est de manière progressive. C'est intéressant parce que cette terre est le foyer réel, pas seulement la terre d'Israël au sens de l'État d'Israël d'aujourd'hui, bien plus au nord et bien plus au sud, mais enfin toute cette terre est le foyer de la révolution néolithique qui sera si importante, cette révolution qui s'est déployée entre moins 10 000 et 6 000 avec des conséquences sociales, économiques, politiques, religieuses extrêmement importantes. Et le fait que cette géographie soit compliquée
fait que cette révolution s'est menée de manière duale en Israël. Et ça, c'est un fait de civilisation fondamental. Elle s'est menée d'abord dans les plaines et le long des fleuves par une agriculture et un élevage pratiqués par des paysans donc sédentaires par définition, et elle s'est aussi développée, déployée de manière différente dans les zones semi-arides par un élevage extensif de populations qui nomadisent et qui cherchent constamment des points d'eau différents, et ici c'est le monde nomade. Cette articulation, cette opposition entre le monde sédentaire et le monde nomade est vraiment un des marqueurs de toute la région du Moyen-Orient, absolument important, et on va voir historiquement que le nomadisme s'est constamment opposé à la sédentarisation. C'est un fait de culture et c'est aussi un fait politique, un fait de guerre souvent, absolument essentiel. Quand on prend l'histoire, la Bible, bien sûr, enregistre ça à travers des histoires différentes, mais quand on prend Caïn, l'opposition de Caïn et Abel, on a typiquement une opposition entre le nomadisme et le sédentaire, celui qui chasse, celui qui va conquérir sa nourriture sans cesse, et celui qui, plus méditatif, reste dans les tentes. C'est un aspect de civilisation extrêmement important. Dernier point géographique qui aura une importance géostratégique absolument essentielle, c'est le fait que Israël, enfin la terre d'Israël, la terre de Canaan dans un premier temps, est située sur le croissant fertile. Alors malheureusement, si on était physiquement ensemble, évidemment j'aurais prévu des cartes, mais quand on regarde cette géographie du Moyen-Orient, évidemment ce croissant fertile, c'est toute cette bande fertile qui contourne le désert syrien. Le désert syrien, c'est le nord du désert d'Arabie, effectivement, qui part un petit peu de Babylone, de cette Mésopotamie, dont le terme en grec signifie Mésopotamos, entre les deux tigres, entre les deux fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate, de fait une plaine extrêmement fertile, qui remonte au nord quelque part, qui vient taper sur le sud de la Turquie aujourd'hui, et qui redescend effectivement sur le Liban et sur Israël pour aller jusqu'au mont Sinaï, donc dessinant un arc fertile, etc. Stratégiquement, géostratégiquement, ce sera extrêmement important parce que cet arc connecte les deux hyperpuissances régionales, en quelque sorte, qui vont occuper toute notre histoire, l'Égypte à un bout et la Mésopotamie à l'autre bout, la Babylonie à l'autre bout. Et constamment, ces deux civilisations, ces deux phares de civilisation vont s'opposer, et elles vont souvent se rencontrer sur Israël, qui est le corridor intermédiaire qui relie effectivement les deux bouts de ce croissant fertile. C'est un fait massif aussi qui expliquera beaucoup de guerres, qui expliquera beaucoup de passages effectivement aussi dans cette région. Alors, on va commencer cette histoire improbable, hein, je l'avoue, parce que là, on va commencer quelque part avec le Paléolithique ancien, donc vers 1,5 million d'années avant l'ère chrétienne, et on va se terminer grosso modo au temps de la période hellénistique, vers moins 300 avant l'ère chrétienne, donc c'est un petit peu une gageure. Je vais essayer simplement d'isoler les grands blocs d'histoire, voir combien cette civilisation hébraïque va retenir tout ce qui s'est passé dans la région pour fonder une civilisation originale. Alors on va commencer, le plan du cours est très simple, c'est plutôt un plan strictement chronologique avec des petits tableaux synthétiques que je ferai, des petits points synthétiques que je ferai de temps en temps. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers peuplements sont extrêmement anciens, remontent à 1,5 million d'années avant chrétienne, bien entendu, et au carrefour des trois continents, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, va servir de point de passage, non seulement aux Homo sapiens qui vont sortir d'Afrique, une sortie qu'on situe vers moins 200 000 ans, etc. Mais il y a d'autres espèces, évidemment, qu'Homo sapiens. Les hommes vont se croiser ici. Ils vivent en petits groupes, ils campent dans des sites où les animaux et les plantes sont en abondance. Il faut évidemment imaginer un Israël, enfin une terre de Canaan totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. On va le voir par les animaux que je vais citer tout à l'heure. Le plus vieux site, rendez-vous compte, c'est le site d'Oubedia dans la vallée du Jourdain, qui remonte à 1,4 million d'années, extrêmement ancien, situé sur un ancien lac et recouvert de galets plats sur lesquels sont construits des abris que les premiers peuplements,
sait peu de choses, effectivement, sur ce peuplement. On ne sait pas de quelle espèce, d'ailleurs, ils sont. Ce sont de toute façon certainement pas des Homo sapiens, ni des hommes de Néandertal. Ce sont vraiment les plus anciens peuplements de cette région. Et donc, ils y construisent des abris avec des branches, des feuilles et des peaux. On a retrouvé leur menu, les restes de leur repas, et c'est une liste à la Prévert assez étonnante. On y a retrouvé des os d'hippopotame, des os d'éléphants, de rhinocéros, de crocodiles, des chevaux, des cerfs et des tortues, et bien sûr, pléthore d'outils pour dépecer tous ces animaux. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que depuis extrêmement longtemps, depuis 1,5 million d'années, eh bien, il y a des hommes qui occupent cette terre et qui la fertilisent par leurs différentes cultures et leur culture matérielle, leur culture spirituelle et leur culture politique. Il y a très peu de sites archéologiques vraiment déterminés. On en trouve un qui s'appelle Gesher Bnot Yaakov, le pont des enfants de Jacob, vieux de 780 000 ans. C'est quand même assez incroyable. On y trouve aussi des têtes d'éléphants, des outils pour la chasse. On pense d'ailleurs que ces premiers hommes n'avaient pas vraiment beaucoup de succès en tant que chasseurs. Ils devaient se faire un éléphant une fois tous les réussir une fois tous les 10 fois. Et donc, on suppose qu'ils étaient plutôt dépouilleurs de carcasses qui mangeaient les carcasses que la nature voulait bien leur laisser. Évidemment, l'invention du feu, la maîtrise de la technique du feu est un turning point dans cette période. Et on y trouve autres sites que je veux juste mentionner. Je ne vais pas faire l'énoncé de tous les sites, ce serait très fastidieux, mais à Brach Haram, dans le Golan, donc toujours dans cette région, sur le plateau du Golan, on trouve la plus vieille trace d'art, vraiment incarné dans une figurine expressément artistique, symbolique en tout cas, une figurine de femme taillée dans une roche volcanique, et elle est datée de 233 000 ans avant l'ère chrétienne. Pour vous positionner quand même cette incroyable datation, il faut savoir que la grotte de Chauvet, absolument magnifique, témoin de l'art pariétal, date de 40 000 ans, moins 40 000 ans seulement. Là, je vous parle d'un début d'art de moins 233 000 ans, beaucoup moins maîtrisé, bien sûr, que les peintures rupestres de Chauvet, mais pour vous dire que depuis très très longtemps, ces découvertes ont été majeures parce qu'elles ont fait reculer pour les préhistoriens les dates d'art explicites de quelques centaines de milliers d'années à l'époque où ces fouilles ont été réalisées. Donc voilà, premier peuplement qui nous fait arriver vers moins 250 000 ans. Ici, on est à l'âge des chasseurs-cueilleurs, une période qui va durer très longtemps, jusqu'à moins 14 500. Donc là, on fait des grands sauts dans le temps, moins 250 000, moins 14 500. On y trouve ici différentes espèces qui cohabitent, les Homo sapiens et les hommes de Néandertal. On sait qu'en Europe, mais dans un autre contexte géographique et climatique, Néandertal va disparaître, tout simplement parce que quelque part, il était trop affûté, trop précisément adapté à un environnement climatique précis. Et quand cet environnement a changé, il n'était plus du tout adapté. Homo sapiens avait sans doute cette vertu d'être plus flou en tant qu'espèce, ce qui lui a permis de s'adapter. Mais là, on est dans cette région du Moyen-Orient. Les deux espèces cohabitent apparemment assez longtemps. On retrouve des traces d'installation dans la région, en Jordanie, en Israël, un petit peu partout. On y trouve les plus vieilles tombes à Kaftsé en Basse-Galilée. Ça, c'est vraiment un site israélien très, très visité. Et les plus vieux représentants d'Homo sapiens, là, on arrive à identifier l'espèce humaine en tant que Homo sapiens. On sait qu'ils sont sortis d'Afrique vers moins 200 000 ans pour faire court. Et là, donc, ce site à Kaftsé en Galilée remonte à moins 92 000 ans. C'est, je crois, la plus vieille attestation d'une tombe, en tout cas d'Homo sapiens, dans la région. Très connu aussi, c'est la deuxième et dernière que je citerai, sur le mont Carmel, la cave de Kébara, Kéver, d'ailleurs on reconnaît le mot Kéver en hébreu, la tombe vieille de 60 000 ans.
Évidemment, ces sociétés de chasseurs-cueilleurs ont une culture matérielle beaucoup plus évoluée que les hommes qui ont précédé. On y trouve des nouveaux outils, des pointes de flèches, des grattoirs pour dépecer les peaux, des burins pour faire des trous dans les pierres, et une activité artistique qui suit l'évolution matérielle des outils, une recherche ornementale, ces fameux symboles que l'on voit au musée archéologique d'Israël à Jérusalem, absolument magnifiques. Vous savez, ces vagues qui évoquent le cosmos, les eaux du ciel, absolument magnifiques. Vers moins 20 000, gros saut dans le temps, le climat se fait plus chaud et ces chasseurs-cueilleurs étendent leur habitat au désert. Donc voilà, le désert dont le Negev est le principal témoin qui reste. Et apparaissent une chose intéressante qui va signer vraiment la révolution néolithique, mais on n'y est pas encore, des premiers champs où on voit cultiver le blé sauvage, c'est-à-dire qu'on est à la fin de la civilisation des chasseurs-cueilleurs, dont on sait qu'ils se déplacent à peu près de 50 km par génération. Et donc là, il y a un premier mouvement de sédentarisation dont on voit les traces dans la période qui suit, les premières communautés installées entre moins 15 000 et moins 10 000, pour faire très court, ce qu'on appelle la civilisation natoufienne. Je cite ce nom parce que c'est un témoin d'évolution de civilisation assez connue. La civilisation natoufienne témoigne justement de la première sédentarisation de communautés, la première domestication de plantes sauvages, avec tout ce que ça implique de sélection, avec ce que ça implique aussi de développement de la nourriture. Les hommes sont mieux nourris, et aussi un développement artistique assez conséquent. Alors bon, on enjambe un petit peu rapidement, mais on voit déjà qu'à travers ces trois grandes premières périodes, le paléolithique, là on est passé de moins 1 million à déjà on est à moins 10 000, effectivement que les hommes travaillent cette terre de manière incessante, ils développent une civilisation matérielle de plus en plus poussée et une civilisation artistique et spirituelle aussi. La période néolithique, en gros moins 10 000, moins 6 000, est évidemment très très importante, qu'on appelle la révolution néolithique, parce qu'elle marque effectivement la sédentarisation de tous ces peuplements. Alors là, ce sont les datations du Moyen-Orient, parce que ce qu'on a appelé la néolithisation, effectivement, implique des périodes différentes, suivant qu'on se situe dans les Balkans, qu'on se situe en Europe du Nord, qu'on se situe au Proche-Orient. Le Proche-Orient est la première vague de néolithisation qui va seulement migrer, qui va mettre des milliers d'années, et donc ce qu'on entend par période néolithique en Europe est beaucoup plus tardive que celle dont je vous parle là. Là, on est vraiment au cœur du phénomène et du début de l'évolution. Elle marque une nouvelle ère, cette période néolithique, cette révolution néolithique, parce que l'homme devient producteur de sa nourriture. Il cesse de la rechercher et de la chasser et de se déplacer en fonction de la manière dont les animaux bougent. Voilà, il commence à la produire, il commence à la domestiquer, il domestique aussi des animaux, il se constitue des réserves de nourriture évidemment plus importantes, plus variées aussi, ce qui accroît la santé de ces hommes qui vivent plus longtemps, qui sont plus forts, et bien sûr tout cela fait émerger de nouvelles pratiques à la fois sociales et politiques, une société plus centralisée, une société plus stratifiée avec des fonctions qui commencent à émerger, une répartition des rôles hommes-femmes aussi qui commence à se stabiliser. On parle aussi d'une révolution, bien sûr, industrielle, pas seulement agricole, une révolution des outils, des armes nouvelles, des technologies performantes et l'invention de craftsmanship, d'artisanat, je cherchais le mot, comme la vannerie, la poterie, le fait de fabriquer des paniers, c'est venu assez tardivement, vers moins 8000, la poterie. Non, c'est la poterie qui est arrivée vers moins 8000, donc la maîtrise de techniques absolument nouvelles. L'autre grand point important de cette période néolithique, je fais très très court bien sûr, c'est le développement de la religion en tant qu'activité humaine distincte, séparée, identifiée comme telle. Bien sûr, la spiritualité de l'homme se perd dans la nuit des temps. D'ailleurs, on n'est pas capable d'en dire grand-chose, à part
témoigner de telle ou telle figurine, statuette, etc., qui vient attester qu'effectivement, depuis beaucoup plus longtemps, l'homme regarde plus loin que le bout de son nez et a besoin de construire un sens avec l'invisible, pour simplifier. Mais là, je parle de la religion en tant qu'activité séparée et institutionnalisée, avec ces trois piliers. D'abord, la constitution d'un panthéon des dieux identifiés comme tels, des rites collectifs dont on a des traces, et puis une spatialisation de ces rites à travers des temples. Les premiers temples apparaissent dans cette période néolithique de moins 10 000 à moins 6 000. On pense que les rites avaient deux fonctions. Ils servaient à protéger l'individu, une demande de protection dans un monde qui fait peur, effectivement, où l'homme est constamment projeté vers des choses dangereuses. Et puis à demander la prospérité dans cette terre, je l'ai dit, où le Nil n'est pas en haut, n'est pas en bas, mais il est en haut, et où on attend sa subsistance des phénomènes climatiques. Alors on trouve effectivement énormément de figurines d'hommes, d'animaux, qui ont pour fonction de susciter, d'implorer cette fertilité. On y trouve des statues aussi qui représentent des esprits humains, qui ont été interprétés comme tels, et on se doute qu'ils sont associés des pratiques chamaniques, le chamanisme étant voilà, une ritualisation de cette transformation, enfin de cette connaturalité de l'homme et de l'animal. On trouve des témoignages, on trouve des crânes peints aussi, qui nous montrent effectivement qu'il y a le culte des morts. Et puis les premiers dieux, les dieux identifiés, apparaissent dans ces communautés agricoles, et leurs représentations, évidemment, sont à l'image humaine. Elles reflètent la culture de ces hommes qui, de fait, commencent à maîtriser leur environnement, à exploiter des ressources, et ces dieux sont vécus comme des puissance 12 de cette maîtrise, des êtres invisibles qui dominent le monde naturel, l'activité humaine, et auxquels on cherche à se relier. Les cultes centraux de cette période néolithique, c'est une déesse. Plus qu'un dieu, c'est une déesse femelle identifiée souvent à la terre et donc avec une fonction de fertilité. C'est toute une histoire qu'on n'abordera pas ici, mais comment on est passé de déesse fondamentale à des dieux bel et bien masculins, avec tous les excès que l'on connaît. Elle est parfois appelée la Grande Mère, et elle est parfois accompagnée de dieux, mais qui sont plutôt seconds, qui sont considérés soit comme son mari, soit comme son fils. Ce sont des représentations en argile. Elles sont souvent accompagnées d'animaux sacrés qui constituent un petit peu la cour naturelle de ces dieux, dont le taureau, enfin en tout cas toutes les bêtes à cornes ont une importance particulière. Elles connotent de fait, ces bêtes à cornes, souvent un dieu masculin. Et je mentionne cela parce que c'est intéressant. Vous savez, la première lettre de l'alphabet hébraïque est le Aleph. Et le Aleph, on le sait par l'évolution de la forme. Aujourd'hui, on connaît sa forme, mais en fait, initialement, c'était la représentation d'une tête de taureau, Alouf, cette notion de puissance, cette notion de commandement, et donc qui a migré aussi dans la culture, y compris dans l'alphabet. Et on y retrouve aussi, donc, dans cette période néolithique, les premiers temples, une spatialisation du sacré. Le temple du léopard, par exemple, dans la vallée de Ouvda, dans la Harava, c'est-à-dire dans la vallée du Jourdain, à côté en tout cas, un site qui se visite bien sûr en Israël, est vieux de 7500 ans, donc vraiment l'évolution, le coup d'envoi en quelque sorte d'une religion institutionnelle, visible socialement, et qui commence à se structurer avec des éléments, des temples, et donc nécessairement une caste aussi différente, des castes de professionnels, en quelque sorte la classe des prêtres, dans une société qui elle-même se stratifie et identifie des fonctions différentes. Alors, on passe là, on fait un petit saut dans une période qui nous rapproche. Alors, on ne parle pas encore d'hébreu, évidemment, dans toute cette période. On va parler d'une grande période extrêmement importante parce qu'elle situe justement le lien de toutes ces civilisations qui passent et qui font et défont les civilisations dans cette portion du monde. C'est l'âge de bronze. Donc, on a vu voilà, les premiers peuplements, on a vu la révolution néolithique, et là, on va parler d'une grande période, l'âge de bronze, en gros, entre moins 3500 et moins 1200, où il se passe énormément de choses qui montrent toute la, pas toute la fragilité, mais l'extrême variation des phénomènes qui se passent dans cette région. Quand on regarde l'histoire aujourd'hui, finalement, on est assez peu surpris. Il s'est toujours passé des révolutions
extrêmement forte. De fait, en moins 3500, il se passe une transformation radicale au Moyen-Orient. Les premières villes planifiées sont construites. C'est le début de l'urbanisation. C'est le début aussi de la civilisation de l'écriture, plutôt en Babylonie. Et elles se développent, ces villes, rapidement en cités-États. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une centralisation du pouvoir dans des villes qui se fortifient et qui ont une sorte de hinterland, une sorte de périmètre de terre qu'elles dominent dans des rapports de domination économique et politique. Et c'est la première culture urbaine qui fleurit. Il y a le même phénomène en Babylonie aussi à l'époque. Et ça, c'est extrêmement important. Elle va fleurir pendant plus de 1000 ans, cette culture. Et c'est la première culture cananéenne, culture cananéenne enregistrée dans la Bible, alors comme un contre-modèle politique et religieux, mais de fait, cette insistance contre les Cananéens montre combien ils ont été importants, combien ils ont modelé, simplement, comme disait Sacha Guitry à propos des femmes. Les femmes, je suis contre, tout contre. On pourrait associer cette analogie à la culture israélite vis-à-vis des Cananéens. Ils ne cesseront de s'y opposer, mais de fait ne cessent d'en être influencés. Pendant 1000 ans, il y a cette première civilisation cananéenne extrêmement florissante, avec des cités-États très fortes, dont on voit encore des sites en Israël. Et puis, d'un seul coup, il va y avoir une invasion absolument terrible. Toute cette civilisation va s'écrouler totalement et tout ce monde urbain va retourner au nomadisme. Et où on voit encore là une sorte de balancier constant dans cette histoire du Moyen-Orient, du Proche-Orient, l'opposition entre urbanité, sédentarisation et nomadisme. Figurez-vous que cette civilisation absolument puissante va être totalement détruite par un mouvement que je vais décrire tout à l'heure. Décidément, je m'en mêle. Et pendant plus de 300, c'est le retour pratiquement à la nature, avant qu'une deuxième civilisation cananéenne, en gros de 2000 à moins 1002, renaisse, à l'issue de laquelle il y aura une deuxième destruction. Et c'est dans cette deuxième destruction que naîtront peut-être les Hébreux. Donc voilà, cette période de bronze, moins 3500 à moins 1200, va voir deux périodes florissantes avec une première destruction au milieu et une deuxième destruction à la fin. Je l'ai dit, l'invention de l'écriture, on fera un cours particulièrement là-dessus, mais évidemment, ça change totalement la culture des environs. Dans cette première phase de puissance donc, de ces Cananéens entre moins 3005 et moins 2005, pour dire, il y a des empires absolument fameux. Ce n'est pas l'objet du cours, mais je ne peux pas ne pas les mentionner. Il y a les royaumes d'Alep, les royaumes d'Ebla et les royaumes de Mari. On a retrouvé des milliers de tablettes cunéiformes qui montrent absolument la puissance de ces villes et de ces royaumes, des véritables chefs-d'œuvre de construction architecturale. Et en Canaan, je l'ai dit, alors Ebla et Mari, c'est un petit peu plus au nord, quelque part entre le sud de la Turquie aujourd'hui, le nord de l'Irak et le nord du Liban. Plus au sud, en Canaan, il y a donc effectivement toutes ces villes, des systèmes défensifs très importants, avec des grandes villes comme Byblos, ça c'est forcément un nom qui vous dit quelque chose, c'est au Liban actuellement, Megiddo, Beth-Shean, vous savez, c'est au nord du lac de Tibériade. Tout cela ont été des villes absolument très, très importantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de partition entre le nord, qui est plutôt orienté vers le monde méditerranéen, qui est en contact avec les civilisations de la mer Égée, et le sud qui, lui, commence des échanges avec l'Égypte. Et ça, c'est absolument majeur parce que je vous ai parlé du croissant fertile, mais je vous ai parlé du croissant fertile plutôt dans une période historique qui a lieu après. Mais là, c'est la première fois, justement, jusqu'ici, la terre d'Israël était une sorte de cul-de-sac de la Mésopotamie. Mais de fait, dans cette première période de bronze, moins 2005, moins 1005, moins 3005, pardon, moins 2005, eh bien, le Sud commence à percer sur l'Égypte et il y a une sorte de connexion qui se fait dès lors entre les deux pôles opposés de l'Égypte et de la Mésopotamie. Ça, c'est un fait à la fois économique et politique majeur. Donc, des nouvelles populations, des nouvelles cités, je l'ai dit, et puis un effondrement vers moins 2005,
moins 2005, moins 2004, là on n'est plus à des centaines d'années près. Des populations semi-nomades qui viennent totalement détruire, qui franchissent le Jourdain. Elles viennent de l'Est, comme souvent d'ailleurs, ça va être le cas, et pénètrent en Palestine, et tout provoque un effondrement total des structures socio-économiques. Et il y a un retour donc absolument au nomadisme, la ruralisation des citadins, la pastoralisation des agriculteurs sédentaires, un phénomène quand même assez étonnant qui montre la fragilité encore qui provient du terrain. C'est une terre extrêmement dure, qui demande une conquête en termes d'eau, en termes d'irrigation permanente. Et il suffit qu'il y ait une déstabilisation. Parfois, ce sont des invasions de peuples entiers, mais tout ça est extrêmement fragile. Et on voit encore ce caractère au Moyen-Orient aujourd'hui. C'est une conquête permanente. Même dans l'État d'Israël, hyper technologisé, il y a cette lutte incessante. Et le facteur géopolitique est une déstabilisation constante qui peut remettre en très très peu de temps des acquis matériels extrêmement puissants. C'est quelque chose qui frappe l'esprit. C'était vrai déjà dans cette première partie du Bronze ancien et c'est vrai encore aujourd'hui. Alors, je vais vite, je l'ai dit, il y a 300 années absolument terribles où tout retourne en quelque sorte à la brutalité de la nature. Et puis une deuxième civilisation cananéenne refleurie, c'est ce qu'on appelle l'âge du bronze moyen, avec à nouveau des villes fortifiées. C'est en quelque sorte l'apogée de la civilisation cananéenne, celle avec laquelle les premiers Hébreux vont être en contact, toujours avec ces grandes villes, Hatzor, une forteresse absolument formidable, Megiddo, Shrem, qui est une ville, Sichem, Shrem, qui est une ville qui existe toujours, avec des temples effectivement qui sont sur le modèle vraiment qu'on retrouve en Syrie, qu'on retrouve au Liban, qu'on avait retrouvé à Ebla, à Ras Shamra aussi, à Avaris, des villes égyptiennes. Donc une sorte de civilisation très unifiée, très unitaire entre le Sinaï, qui va du Sinaï, qui passe par Israël aujourd'hui et qui va jusqu'au Liban. Voilà un petit peu pour les mondes très anciens qui nous amènent. Et donc, alors oui, non, j'oublie quand même de dire que cette civilisation, cette deuxième floraison de la civilisation cananéenne va, elle, être totalement détruite à nouveau vers moins 1200 par l'invasion qu'on appelle des peuples de la mer. Là aussi, alors là, c'est très, très controversé parmi les historiens. On ne sait pas exactement qui viennent de ces peuples de la mer. Ils viennent du nord, ils viennent de la mer Égée, ils viennent peut-être du Caucase, disent certains. En tout cas, ils descendent, ils ravagent toutes les côtes grecques, etc. Et ils se lancent sur la mer, ils ravagent tout le littoral d'Israël actuellement. Ils attaquent en plusieurs fois l'Égypte aussi. Et en tout cas, ils provoquent l'effondrement de cette deuxième civilisation cananéenne absolument florissante. Et là aussi, on retrouve l'extrême sensibilité des cultures matérielles au contexte géostratégique. Je pense que c'est vraiment s'il y avait une grande idée à retenir de toute cette première période qui couvre plusieurs centaines de milliers d'années, c'est ça, c'est cet aspect géostratégique du croissant fertile, donc qui connecte des civilisations sans cesse, qui font le va-et-vient dans ce couloir que représente la plaine israélienne, dans sa partie très étroite littorale, la dépendance de l'eau constante. On a vu que ça marquait peut-être un caractère spirituel, mais ça marque aussi la fragilité des civilisations matérielles. On a vu l'opposition sédentaire nomade, deux aspects de la civilisation qui de cesse continuent d'être liés encore dans l'histoire de la région. Quand on voit les difficiles rapports, par exemple aujourd'hui, des Bédouins à l'État d'Israël, on est dans cette opposition multiséculaire. Les Bédouins, évidemment, n'ont pas compris les frontières étatiques, ne fait absolument pas partie de leur culture. Et on voit encore toute l'opposition qu'il peut y avoir entre un monde nomade ou semi-nomade en Israël et des civilisations et l'aspect plus sédentaire de la civilisation. C'est une opposition constante dans toute cette région, pas seulement en Israël, mais vraiment dans toute cette région. Et puis, on a vu donc l'élaboration d'une religion structurée, sans doute une des plus anciennes, enfin avec des attestations extrêmement anciennes parmi les plus vieilles du monde. Alors,
On en vient maintenant, toujours dans ce monde ancien, peut-être à la constitution des Hébreux. On arrive là, ici, avec cette destruction de la civilisation cananéenne en moins 1200. Euh, Évidemment, la civilisation va reprendre. C'est une autre civilisation qui va se faire jour, essentiellement dominée cette fois-ci par les deux grandes puissances qui se sont affirmées. Les Égyptiens ont subi également les attaques des peuples de la mer. Il y a eu des périodes extrêmement difficiles et sombres pour eux, mais de fait, ils vont reconstruire une puissance qui vont étalée jusqu'à la terre de Canaan. Et de l'autre côté, les Mésopotamiens, effectivement, moins soumis aux destructions des peuples de la mer par définition, mais qui vont s'affirmer comme des grandes puissances, avec la Syrie aussi et différents peuples. C'est ce qu'on va essayer de voir. On va essayer de voir comment, dans ce contexte un peu compliqué, il y a une identité hébraïque. Les Hébreux sont nés comme peuple identifié et différent des autres peuples, eux, exactement ici identifiés. Alors, l'origine des Hébreux est une question, évidemment, qui fait rage parmi la communauté universitaire depuis le 19e siècle. Il y a eu énormément d'hypothèses proposées. En gros, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse effectivement d'une conquête de Canaan telle qu'elle est racontée dans la Bible, à savoir un peuple sémitique qui commence à s'organiser en Égypte, esclave. Vous connaissez l'histoire, mais en tout cas l'histoire d'un exode suivi d'une conquête, donc une origine allogène à la terre d'Israël, quand bien même il y avait eu peut-être des premiers Hébreux avant. Ça, c'est une des thèses possibles. Et puis, il y a une thèse dite d'ailleurs cananéenne, plus sociale, qui est d'ailleurs souvent très, très chargée idéologiquement, qui dit non, mais l'Exode n'a jamais existé, il n'y en a pas de preuve historique, la conquête non plus. Simplement, les Hébreux sont l'émanation sociale, non pas d'un peuple identifié qui serait venu de l'extérieur, déjà pourvu d'une identité, mais c'est l'émanation sociale d'un remue-ménage social très important à cette époque, des couches sociales périphériques qui se seraient liguées pour renverser le pouvoir cananéen. Donc une thèse, on va dire, en tant que peuple, et une thèse qui milite plutôt pour une lente émergence d'une conscience, mais à partir d'un groupe social plus que d'un groupe ethnique, pour ainsi dire. Alors, la sortie d'Égypte, on l'a vu, hein, c'est le credo de la tradition. Beaucoup d'historiens, d'ailleurs, y attachent une importance. Ce n'est pas parce qu'on a une absence de preuves que ça constitue une preuve d'absence. Ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas de traces de 600 000 Hébreux dans le désert. Enfin, de fait, tout le monde est d'accord pour dire que 600 000 est un chiffre uniquement symbolique. Les plus grosses armées de l'époque étaient loin de comporter un tel nombre. Donc, c'est de toute façon pas 600 000, mais ce n'est pas parce qu'on ne retrouve pas de traces d'un exode, d'un déplacement, qu'il y a une preuve que ça n'a pas existé. Donc, certains historiens essayent de donner un certain crédit, sans être aveuglément réglés sur le récit biblique. Il y a un peu trois hypothèses. L'hypothèse haute situe les Hébreux en tant que Hyksos. Les Hyksos, c'est un peuple qui a posé énormément de problèmes à l'Égypte au milieu du XVIe siècle, avant l'ère chrétienne, vers moins 1550. Les Hyksos se sont installés plutôt à l'est de l'Égypte, vers le delta du Sinaï, et ont dominé pendant un demi-siècle toute une partie de l'Égypte en instaurant un temple différent avec une capitale, Avaris. Tout ça est Avaris, tout ça est parfaitement authentifié sur le plan archéologique. Et par contre, ils auront été chassés finalement par Toutmosis III, dynastie qui s'est ressaisie au milieu de ce XVe siècle pour les chasser. Et de fait, c'est souvent une thèse qui a été citée au XIXe siècle. Ils auraient été chassés un petit peu honteusement, et c'est le coup d'envoi d'une sorte d'anti-judaïsme, d'antisémitisme. Le mot n'est pas chronologiquement fondé, mais voilà, cette origine un peu des Hébreux comme étant des lépreux que l'on aurait chassés de manière un peu méprisante. C'est une thèse qui a eu cours longtemps dans l'historiographie de la région.
mais elle fait remonter ces événements de manière très antérieure au milieu du XVIe siècle. Et là, il y a quand même beaucoup d'historiens qui tiquent. Il y a d'autres hypothèses plus basses qui situent vers le milieu du XVe siècle. Un grand helléniste qui s'appelle Modrzejewski voilà, situe cela. Et aussi beaucoup de thèses qui situent ça sous le royaume de Ramsès II. Donc là, on sera au XIIIe siècle, vers moins 1250. Il y a beaucoup de choses qui peuvent coller dans ce récit. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que toutes ces choses ne sont pas encore calées parmi les historiens. Il y a deux autres hypothèses qui s'annoncent non pas parmi les plus sérieuses. Il y en a une qui est un petit peu écartée, mais je la mentionne. Elle montre aussi la manière dont on réfléchit, la manière dont c'est compliqué d'y voir clair aussi dans la région, souvent l'hypothèse amorite. Les Amorites sont un peuple sémite qui a beaucoup fait de ravages. Là aussi, on est dans la pleine histoire du nomadisme VS les sédentaires, qui a beaucoup ravagé les empires. Je vous avais parlé d'Ebla, de Marie, etc. Ils ont causé beaucoup de dégâts au début du deuxième millénaire. Ce qu'on appelle les Sémites de l'Ouest, avec différentes ils ont fondé des petits royaumes, dont Hammurabi, vous savez, ce premier créateur d'un code juridique, vers moins 1800, serait un descendant. C'est lui qui aurait unifié la Mésopotamie à partir de ce peuplement amorite. Et beaucoup, je mentionne cette hypothèse parce que beaucoup ont fait pendant longtemps de Abraham justement un descendant des Amorites. C'est une thèse un petit peu écartée maintenant, mais pour vous dire voilà, qu'on essaye beaucoup d'historiens ont tenté de relier l'apparition des Hébreux sur la scène historique à ce mouvement amorite. Plus vraisemblable, ce qu'on appelle les Apirous. Apirous, d'ailleurs, maintenant que vous êtes familier de cette langue consonantique que sont les langues sémitiques, Apirous, c'est la même complexion que hébreu, apereux, Apirous. C'est un terme qui existe dans plusieurs langues de la région. Il apparaît dans les textes cunéiformes du deuxième millénaire et dans les fameuses, j'en reparlerai, tablettes d'El Amarna. Les tablettes d'Amarna, c'est une correspondance diplomatique tout à fait intéressante. Ce sont plus de 70 tablettes écrites en akkadien avec des signes cunéiformes qui relatent justement la manière dont se plaignent des petits roitelets de Canaan à leur souverain égyptien, puisque toute la région était sous la domination égyptienne, et qui mentionne les Apirous comme étant justement des bandes armées qui vivent de razzia. Et là, ça donnerait un certain crédit à ce que je vous disais. Les Hébreux, ces Apirous en tout cas, ne seraient pas tant un peuple ethniquement identifié ou homogène, mais feraient partie d'un mouvement de déstabilisation un peu constant, encore une fois, dans la région, des bandes de nomades qui ne cessent de vivre de razzia, qui ne cessent de mettre en cause les structures de l'époque. Donc, les historiens, aujourd'hui, reprennent volontiers cette thèse en la relativisant, en disant les Apirous, effectivement, sont mentionnés dans de nombreuses sources extra-bibliques, dans des civilisations différentes, donc ça donne du crédit, mais sur une longue période de temps. On est ici entre moins 2000 et moins 1002. Donc les Apirous ont été un phénomène un peu constant, et en tout cas qui déborde largement des Hébreux au sens biblique. Ça renvoie à un phénomène, encore une fois, d'une toute autre ampleur, beaucoup plus large sur la région et bien plus étalé dans le temps. Mais de fait, il est fort possible que ces Apirous beaucoup ont été capturés en Égypte, puisqu'ils ne cessaient de mener des sortes de guérillas aussi contre le pouvoir égyptien. Et on sait que beaucoup de ces Asiatiques, les sources égyptiennes les appellent les Asiatiques, évidemment, puisqu'ils viennent de l'Est, y étaient présents, notamment sous la 18e dynastie, qui a duré du 16e siècle à peu près au 13e siècle. On sait que de nombreux captifs ont été employés dans les corvées, dans les usines de briques pour construire les grandes constructions et ont parfois fait carrière en tant que fonctionnaires. Donc, beaucoup de ces
de ces sémites issus de ces bandes semi-nomades qui auraient été capturées ou simplement qui auraient atterri en Égypte, ont formé effectivement tout un contexte social assez proche de ce que peut décrire la Bible. En tout cas, on y parle d'une certaine forme d'asservissement et on y parle aussi du fait que certains pouvaient même mener une carrière de fonctionnaire. À la limite, Moïse aurait pu tout à fait être l'un de ces apirous, en tout cas de ces captifs sémites employé pour les constructions de l'Empire égyptien et ayant fait lui-même un peu carrière. Donc voilà une hypothèse, en tout cas, tenue comme non pas sérieuse, mais intéressante, trop large pour être précise sur la naissance des Hébreux, qui de fait reste encore une sorte de mystère, mais en tout cas, dans le contexte de peuplement de l'époque, on arrive à y voir un petit peu plus clair sur cette question. Une chose est sûre, et ça par contre on détient, c'est un petit îlot de certitude dans ce vaste champ d'hypothèses, ce sont ce qu'on appelle la stèle de Ménerpta. Ménerpta, la stèle de Ménerpta, c'est une sorte de pierre sur laquelle est gravé un texte. C'est un pharaon, Ménerpta, c'est un successeur de Ramsès II. La stèle est datée de moins 1210 et ça fournit une indication précieuse. Il se vante, ce successeur, d'avoir conquis des rébellions qu'il y aurait eu sur la terre de Canaan et il dit la chose suivante: le Hatti, donc le Hatti c'est un peuple, est paisible, Canaan est dépouillé de tout ce qu'il avait de mauvais, Ashkelon est emmené, Gézer, c'était un comptoir fameux sur les bords aujourd'hui près de Gaza, Gézer est saisi, Guénoam en devient comme si elle n'avait jamais existé, Israël est détruit, sa semence même n'est plus, et Ourou, qui désigne la Syrie, est devenue une veuve pour l'Égypte. Donc, dans cette citation de victoire du pharaon Ménerpta, en moins 1210, il décrit des peuples que l'on connaît bien par des sources extra-bibliques, et du coup, ça a permis aux historiens de déduire effectivement, en fonction du peuplement des autres peuples qu'on connaissait, quelle était la place de cet Israël dont Ménerpta annonce qu'il est détruit et que sa semence n'est plus. Et de fait, ça situe Israël sur les collines centrales. C'est quelque chose qui est corroboré par l'archéologie aujourd'hui. Donc plutôt au milieu, là on est déjà sur les hauteurs, avec des villages plutôt bien implantés depuis le XIIIe, XIIe siècle. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au XIIIe, XIIe siècle, une entité appelée Israël, et c'est une source extra-biblique qui le dit, et c'est tout à fait intéressant, est parfaitement identifiée par un pharaon qui se donne la peine, en quelque sorte, de le mentionner. Si ça avait été une réalité sociopolitique négligeable, ça n'aurait pas fait partie et il n'aurait pas pu s'en glorifier. Donc le fait qu'il s'en glorifie atteste que vers moins 1002, il y a effectivement une entité nommée Israël qui est située sur les collines centrales, ce qui correspond aux recherches archéologiques menées ces dernières années. Et donc qui sont l'émanation voilà, de ce grand chambardement que j'ai mentionné, les Amorites, les Apirous. En tout cas, vers moins 1002, il y a Israël existe en quelque sorte sur la scène historique. Voilà ce qu'on peut dire de cette origine, bon, tout de même assez floue, hein, mais en tout cas en moins 1002, il y a une entité israélite, on pourrait dire, à défaut de hébraïque. Alors, si on continue, on va continuer en positionnant cette fois-ci les grandes masses. Là, encore une fois, ce n'est pas un cours d'histoire au sens plein du terme. Ce que je vise ici, ce sont les grandes périodes qui vont nous servir ensuite à positionner différents sujets. Donc, il y a la période des juges qui est bien sûr attestée dans la Bible, qui marque une nouvelle sédentarisation dans l'installation des tribus de Canaan. Alors, encore une fois, est-ce que cette conquête a eu lieu telle que la Bible le décrit? Ça, on n'en sait rien. Et vraiment, les hypothèses sont rages entre les avis qui admettent partiellement, alors soit une conquête, soit plusieurs vagues de conquêtes, c'est une modularisation de cette hypothèse, ou au contraire qui valorise une émergence autochtone d'Israël. Ça, comme vous l'avez compris, on ne peut pas encore trancher cette question, mais les juges, en tout cas, décrivent, c'est intéressant parce que les juges, finalement, sont
bien des points en contradiction avec le livre de Josué. Josué installe l'idée d'une conquête forte et le livre des Juges est beaucoup moins catégorique sur la question. On y voit que le pays est loin d'être conquis et là aussi il y a une sorte de tridimensionnalité, un peu comme un tableau cubiste où il y a un peu deux avis divergents qui peut-être dessinent une vérité intermédiaire. En tout cas, à l'issue de cette période des juges, qui est intéressante en termes de leadership, parce que le juge cumule, c'est le premier type de leader finalement dans l'histoire hébraïque, il cumule à la fois des pouvoirs politiques, des pouvoirs militaires et des pouvoirs religieux. C'est le modèle du charisme, hein, si bien décrit par Weber, modèle du charisme dont on sait que les rabbins, beaucoup plus tard, cette fois-ci, s'éloigneront. De fait, on voit la succession de plusieurs modèles. Il y a le modèle du juge, le charisme, il y a le modèle du roi, il y a le modèle du prophète, et puis après, il y aura le modèle spirituel du rabbin, enfin de la culture rabbinique, pas le rabbin en tant que pouvoir lui-même, mais en tout cas, on voit que les différents types de leadership que va faire émerger la tradition suit aussi différents moments historiques. Donc cette époque des juges se termine avec la demande par Israël d'un roi. Ça aussi, c'est un sujet entier absolument passionnant. Pourquoi les Israélites, à un moment, demandent un roi? D'ailleurs, c'est très difficile de savoir finalement si cette royauté, tel que c'est présenté dans le texte, c'est intéressant. Les Israélites veulent ressembler aux autres peuples. Ils veulent se doter d'un roi parce que partout autour, il y a cette institution de la royauté. Donc, vous connaissez l'histoire. Samuel essaye de négocier. Et puis finalement, Dieu dit ben non, laisse-leur se donner un roi, c'est après moi qu'ils en ont. Donc il y a une sorte de critique de la royauté, comme si Dieu ne pouvait être plus la seule référence du peuple. Et en même temps, beaucoup d'historiens, de commentateurs soulignent le fait qu'il y a une sorte de négociation du consentement. Dieu, finalement, donne quand même son consentement. Et il y a une sorte de véritable contrat, je ne veux pas dire civil, mais en tout cas de contrat entre le peuple et le roi, avec cet intermédiaire de Dieu qui se fait. Donc la royauté comme une réalité contractuelle. C'est tout un chapitre fort intéressant, mais de fait, tel que nous le décrit la Bible, Saül sera le premier roi. On est ici au XIe siècle, avant l'ère chrétienne, sur une population qu'on estime à peu près à 40 000 habitants, répartis sur 230 sites. Donc on voit une densification de cette réalité israélite, on va dire, de cette réalité d'Israël. Saül, selon la culture biblique, n'est pas un très bon roi, il est lui-même faible. Enfin, au passage, c'est un personnage étonnamment moderne dans ses failles, et il sera remplacé par la dynastie évidemment davidique, le roi David et Salomon qui constituent vraiment l'âge d'or en quelque sorte pour la tradition hébraïque. Alors c'est là aussi où l'historien évidemment a son mot à dire parce que c'est le fameux Xe siècle, donc il voit les deux grandes figures, Saül, David, Salomon, surtout David et Salomon, avec différents types de thèses, des thèses maximalistes qui ont tendance à corroborer la Bible en disant mais oui, bien sûr. Alors il y a toute une période effectivement de l'archéologie en Israël où on avait le GPS dans la main droite et la Bible dans la main gauche, c'est-à-dire qu'on trouvait un site, on disait ah mais voilà c'est ça, c'est tel que décrit la Bible. Donc il y avait une sorte d'archéologie circulaire qui ne se donnait pas l'espace pour avoir un regard critique évidemment sur les textes bibliques. Mais donc les thèses maximalistes n'ont plus trop cours. De fait, il y a eu dans les années 80 et 90 des thèses extrêmement critiques qu'on appelle minimalistes, qui minorent l'importance de David et Salomon. Tout cela s'inscrit d'ailleurs même dans une critique beaucoup plus large qui met en cause la réalité de l'Exode, qui met en cause la réalité de la conquête et qui met en cause aussi ces rois de David et Salomon, certains allant même jusqu'à dire qu'ils n'ont absolument pas existé, en tout cas existé tel que nous l'a décrit la Bible, et en tout cas à minima que ce fameux empire unifié de David, dont on verrait les traces aujourd'hui dans la fameuse cité de David, au pied du temple, qui se visite aujourd'hui. Beaucoup d'historiens posent le fait que effectivement cette monarchie était unifiée. Ils sont
tout juste prêt à reconnaître un début d'embryon, mais certainement pas un empire puissant qui exerce son contrôle sur tout un territoire dans la manière dont le décrit la Bible. Donc voilà, entre thèse maximaliste et minimaliste, ces débats font encore rage aujourd'hui. Sachant que la déconstruction a quand même ses limites parce que l'archéologie avance et on trouve quand même des choses fort intéressantes qui viennent corroborer ce que dit la Bible. Alors, la synthèse sur David, en tout cas telle que le veut la tradition, elle est multiple. D'abord, c'est une véritable saga hollywoodienne, hein, on le voit en tant que chef de bande, et éventuellement n'hésitant pas à faire de très très mauvais coups, agrégeant autour de lui toute une sorte de semi-armée de vauriens, de bras cassés, de types prêts à faire tous les coups, ce qui attesterait d'ailleurs pour certains historiens, ce qui accréditerait justement la thèse des hapirous, à savoir des sortes de déclassés en marge de la société qui se seraient ligués pour petit à petit acquérir un peu de puissance. Donc voilà, le récit de David agrège des choses intéressantes que l'on retrouve ailleurs dans l'histoire. Toujours est-il que David parvient à la puissance et il est essentiellement crédité d'avoir été le premier à construire un royaume unitaire. C'est donc un rassemblement de toutes les tribus. Ça aurait été son rôle politique le plus important, en plus d'être le personnage fondateur de toute une littérature, les psaumes, non, ça échappe à l'historicité, en tout cas pour ce soir de ce cours, mais David, donc créateur du premier État unitaire et surtout créateur de sa capitale, Jérusalem. Jérusalem n'avait pas été conquis, de l'aveu même de la Bible, par Josué. Elle était restée dans les mains d'un petit peuple. Il est vrai qu'elle était relativement inaccessible. Et il est crédité ici d'un coup de génie politique parce que justement le fait que ce soit un lieu inaccessible n'en faisait pas un enjeu de pouvoir pour des civilisations environnantes qui n'y avaient pas forcément pensé. Il est au centre géographique de toutes les tribus. Et donc, voilà, fonder une capitale un peu au barycentre des différents équilibres, mais sans être sur le territoire objectivement possédé par quelqu'un, ça, c'était un coup de génie et c'est de cela qu'il est crédité. Et puis, bien sûr, il est crédité aussi de la première grande association du théologique et du politique, puisque David voudra construire le temple. Dieu ne le laissera pas, nous dit-on, parce qu'il avait du sang sur les mains, ça c'est la narration biblique, mais en tout cas, il a l'idée d'en faire aussi la capitale religieuse, et ça, c'est évidemment au centre de la psyché hébraïque, israélite, juive, cette association d'une centralité politique et religieuse, inutile de s'attarder là-dessus. Donc ça, c'est l'héritage en quelque sorte du roi David, cette centralisation politique et cette unification des tribus. Et de fait, on poursuit avec Salomon, donc, dont les datations traditionnelles, on va dire, si elles ne sont pas remises en cause, bien qu'elles soient discutées, la datation met le début de règne en moins 970, fils de David, bien sûr, et qui devient roi après voilà, des luttes internes entre les nombreux descendants de David, et qui est crédité lui aussi voilà, d'une ampleur encore supérieure à David. Il va étendre le territoire de ce royaume. L'histoire de Saba, de la reine de Saba, nous montre qu'effectivement, il n'hésite pas à faire du commerce avec des royaumes le plus lointains, le long de la mer Rouge. Il y a tout un commerce très florissant qui se met en place. On connaît les mines du roi Salomon dans le sud d'Israël, pas loin de Eilat. Et de fait, c'est aussi le témoin d'une exploitation commerciale importante et d'une exportation et d'une importation sur ce monde de la mer Rouge. Donc voilà, une extension économique, une puissance économique et bien sûr, la construction du temple, cette idée d'une centralité, cette idée aussi d'une dynastie finalement, puisque la dynastie de David va devenir le modèle politique hébraïque. Y compris dans l'attente messianique, quand cette dynastie sera rompue, le fil de la dynastie davidique restera et suscitera cette pensée du messianisme. Donc un roi puissant, encore plus puissant que le roi David, qui étend le territoire, un roi qui commerce et qui donne
une extension économique à son royaume et un roi constructeur de la centralité religieuse de Jérusalem. Voilà un petit peu pour cet âge d'or, encore une fois remis en cause par bien des historiens en termes de datation, en termes d'impact. Donc, on ne tranchera évidemment pas ce soir, mais encore fallait-il connaître les bases traditionnelles de cet enseignement. Après Salomon, c'est le schisme, et ça c'est d'une grande importance pour nous, puisque ça va fomenter des cultures différentes. Donc là, on nous raconte combien Jéroboam, qui était officier à la cour de Salomon, admoneste Roboam. Roboam, c'est le fils naturel de Salomon qui est destiné à lui succéder. Jéroboam, donc cet officier, demande à Roboam d'alléger les impôts qui de fait avaient été extrêmement lourds sous Salomon. Il fallait financer la construction du temple. Avec son associé Hiram de Tyr, qui témoigne justement des alliances intéressantes entre des cultures différentes, des pays différents, des alliances diplomatiques nouées par Salomon. Et Roboam dit eh bien non, je vais même alourdir les impôts. Et donc Jéroboam fait sécession et crée un royaume dit d'Israël, avec pour capitale Samarie. Et de fait, c'est le coup d'envoi de l'existence de deux royaumes différents, ce qu'on appelle le schisme. Le royaume d'Israël au nord, qui géographiquement s'étale sur le territoire de 10 tribus, donc énormément de monde, avec pour capitale Samarie. Il y en aura plusieurs, mais là je vais directement à l'essentiel, c'est Samarie, Shomron. Et au sud, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Donc c'est une réalité politique qui va durer près de 250 ans. Donc là, on est en 931 à la mort de Salomon, moins 931. Le royaume du Nord sera détruit par les Assyriens en moins 722. Et le petit royaume de Jérusalem va lui-même survivre encore 150 ans de plus avant d'être détruit à son tour par les armées de Nabuchodonosor. Voilà un peu pour la grande image. Alors c'est intéressant parce que ce sont deux cultures complètement différentes. Jéroboam est conspué par la Bible, ce qui nous dit une chose intéressante, c'est que la Bible effectivement a été écrite en milieu judéen. De fait, c'est le royaume qui est resté, un royaume centré autour de Jérusalem, avec une conception sacerdotale du judaïsme. Ce sont eux qui ont écrit, on le sait, avec le roi Josias, qui ont procédé à la canonisation de la Bible, et donc l'histoire est racontée de leur point de vue. Et évidemment, ils n'ont de mots assez forts, ils n'ont pas de mots assez forts pour fustiger sans cesse ce royaume d'Israël comme étant idolâtre. Alors, il est vrai que Jéroboam, qui crée ce royaume d'Israël en dissidence donc avec le roi légitime, le fils de Salomon, Roboam, a instauré un nouveau temple avec un veau d'or et donc une officialisation en quelque sorte de l'idolâtrie. Évidemment, la Bible s'insurge contre cela. Les historiens pensent quelque chose de tout à fait différent. Ils pensent qu'il y avait non pas une sorte de jalousie, mais de fait que socio-économiquement, les deux royaumes fonctionnaient de manière très différente. Le royaume d'Israël était extrêmement florissant et entretenait effectivement des rapports commerciaux, politiques et diplomatiques extrêmement féconds avec ses voisins. Donc il y avait un brassage culturel beaucoup plus grand. Effectivement, il va y avoir de l'idolâtrie, il va y avoir toutes sortes de choses, mais un royaume beaucoup plus vivace que ce royaume de Juda. Il est vrai très pauvrement pourvu en ressources naturelles. Qui va à Jérusalem aujourd'hui voit cette montée vers Jérusalem, ces rochers un peu incroyables, improbables, et effectivement arc-boutés avec deux tribus, seulement la tribu de Benjamin et de Juda, autour du temple. Donc effectivement, un magistère politique, un magistère moral, un magistère intellectuel, mais avec extrêmement peu de ressources. Donc il est intéressant de se souvenir que la Bible a été rédigée par ces Judéens et l'image qu'il se fait du royaume d'Israël est extrêmement connotée par ce tropisme anti-idolâtre et anti-israélien au sens du royaume d'Israël. Alors, dans cette période, là c'est une sorte d'incise que je fais, mais ça fait partie du paysage, ce sont les prophètes. Les prophètes sont des personnages qui, entre le moins 8e siècle et le 5e siècle, vont être des personnages tout à fait importants. Alors, le prophétisme, c'est intéressant, on pourrait faire un cours là-dessus aussi. Je crois qu'on fera un cours sur les prophètes, d'ailleurs. Le prophétisme est un phénomène moyen-oriental très, très largement partagé. Il y avait des prophètes
des devins, tous les noms qui ont pu être associés à ces hommes voilà, qui se piquaient d'interpréter la volonté du Dieu ou des dieux. En Babylonie, il y en avait partout, mais de fait, le prophétisme en Israël a un caractère tout à fait particulier, au sens où il n'est pas nécessairement relié à un roi. En général, les prophètes avaient une fonction tout à fait institutionnelle et disaient la louange du roi en place, chercher à prédire les événements. De fait, la prophétie hébraïque va prendre un caractère un peu différent. Ce sont plutôt des rebelles qui… encore, il y avait des écoles de prophètes, mais parmi les prophètes scripturaires, ceux qui ont laissé un livre, ça c'est une distinction importante à faire. Il n'y a pas que les prophètes scripturaires qui ont existé. Le prophétisme était un phénomène extrêmement largement partagé, encore une fois, avec des écoles de prophètes. Les prophètes scripturaires sont simplement des personnages qui ont émergé parce qu'ils ont écrit des livres, donc les 12 petits prophètes et les 3 grands que vous connaissez, qui sont dans cette partie des Nevi'im de la Bible. Donc voilà, les prophètes ont été des personnages extrêmement importants. Et alors, aussi bien d'ailleurs dans le royaume d'Israël que de Juda. Et donc, ça fait partie effectivement de cette réalité de l'époque. Je fais un saut, donc, réalité politique de ces 2 royaumes, royaume d'Israël au nord, royaume de Juda au sud. Le royaume d'Israël, je vous l'ai dit, a été détruit par les Assyriens, qui sont la nouvelle méga superpuissance. En moins 722, le roi assyrien de l'époque, détruit ce royaume, prend Samarie, la capitale, et détruit le royaume d'Israël. Et alors, les Assyriens étaient une société militariste extrêmement féroce, enfin puissante et féroce, et procédaient à des déportations de population. C'était un peu leur technique. Donc, énormément d'Assyriens sont amenés sur ce territoire d'Israël. Beaucoup d'Israélites, enfin en tout cas d'habitants de ce royaume d'Israël, sont déportés plus à l'est, en Assyrie et ailleurs. Et c'est d'ailleurs le coup d'envoi de la naissance de cette légende des 10 tribus perdues, les 10 tribus perdues d'Israël, qu'on a cru retrouver jusqu'en Inde, qu'on a cru retrouver jusqu'en Chine, avec des histoires absolument merveilleuses. Au Moyen-Âge, il y a eu toute une littérature justement de voyageurs partant à la recherche de ces 10 tribus perdues. De fait, ça a été un désastre sociologique majeur. Effectivement, l'État d'Israël a été, enfin, le royaume d'Israël a été complètement mélangé de populations différentes et a perdu en tout cas toute sa souveraineté. Ces 10 tribus ont été perdues dans la bataille, pour ainsi dire, et donnant à l'État de Juda, encore une fois complètement faible économiquement, une sorte de leadership moral et intellectuel sur l'histoire juive, puisque c'est lui qui a rédigé la suite de l'histoire. Et donc, lui a été soumis, mais à rude épreuve aussi, parce que la puissance assyrienne, puis babylonienne, puis égyptienne n'ont cessé de vouloir les mettre sous sa coupe. De fait, l'histoire politique de ce temps, c'est le balancement sans cesse entre l'Égypte et la Babylonie. Vous pourrez lire avec profit ici un livre d'André Neher qui montre de manière un peu ironique, je ne sais pas si c'est toujours corroboré par les historiens aujourd'hui, mais combien les rois de Juda ont fait systématiquement le mauvais choix. C'est-à-dire quand ils pariaient sur l'alliance égyptienne, c'était les Babyloniens qui prenaient le pouvoir et qui écrasaient la rébellion. Et quand les rois se tournaient à contre la puissance babylonienne, et bien l'Égypte qui les frappait de représailles. Alors, un passage fameux de cette petite résistance du royaume de Juda, c'est le roi Ézéchias, qui est un roi extrêmement important. Il a vécu en gros vers moins 700. Et je le mentionne parce qu'il a construit ce fameux tunnel qui peut se visiter aussi à Jérusalem aujourd'hui. C'est dans un contexte politique où effectivement les Assyriens, il s'était tourné vers l'Égypte pour faire une alliance. Il voulait cesser de payer un tribut à Ninive, la capitale de l'empire égyptien, de l'empire assyrien, et Sénachérib à l'époque effectivement
met le siège devant Jérusalem avec une armée extrêmement puissante. Et c'est l'occasion ici d'une sorte de miracle. Cette armée, la veille de passer à l'attaque, toute vraisemblance de conquérir cette ville de Jérusalem. Alors, le roi Ézéchias, justement, avait prévu le coup en voulant détourner les eaux du Gihon, qui est cette petite source d'eau, ce petit fil d'eau qui court voilà, entre la vallée de Silouane et les derrières du temple. Il avait fait un travail de cimenterie sur plus de 500 mètres, c'est ce qu'on appelle le tunnel d'Ézéchias, qui se visite, qui est absolument magnifique, pour faire entrer la source d'eau à l'intérieur des murailles de Jérusalem pour ne pas être asséché tout simplement en cas de siège. Le siège a lieu et de manière miraculeuse, les historiens ne se l'expliquent pas trop, l'armée soumise à une épidémie, figurez-vous, lève le siège du jour au lendemain et Jérusalem est sauvée encore pour à peu près 150 ans. C'est Hérodote qui lance cette thèse de l'épidémie. De fait, c'est un sauvetage un peu miraculeux et Ézéchias est resté dans la tradition comme le roi vraiment parangon de vertu selon les valeurs juives, un grand roi, un défenseur du royaume et aussi un réformateur religieux, un petit peu sur le modèle du roi Josias. Donc, Ézéchias donne une sorte de lustre à cet empire de Juda qui résiste aux grandes puissances qui l'entourent, mais malheureusement, ça ne va pas durer longtemps, tout cela. Alors, un changement majeur dans l'histoire du Moyen-Orient quand même à ce moment-là, c'est qu'en moins 623, la puissance assyrienne s'effondre. Ils sont vaincus par d'autres peuples et ils se retirent de la région. Et c'est le règne ici du roi Josias, qui est un petit peu le deuxième phare, en tout cas pour la tradition, un descendant de David, couronné en moins 639, donc Ézéchias moins 700, Josias à l'autre bout à la fin du 7e siècle, qui est ce grand réformateur religieux que vous connaissez. On en a souvent parlé parce que c'est lui, on pense que c'est dans son milieu qu'on appelle le milieu deutéronomisme, qui effectivement opère la première canonisation de la Bible. Tout ça est consigné dans la Bible en disant le grand prêtre un jour trouve dans les caves du temple un manuscrit fort intéressant dont il fait lecture au roi Josias, qui dit ah oui mais il faut absolument le promulguer, et on pense que c'est simplement la description simplement du fait que Josias effectivement a canonisé la Bible, il a réuni cette tradition deutéronomiste et ce faisant à agréger les livres précédents. Et donc, là aussi, c'est une sorte de phare, l'un des derniers phares de cette civilisation judéenne, puisque les habitants de Juda sont les Judéens, et en hébreu, Yehudim, Yehudi, qui donnera le mot juif, en fait, provient de manière première de Juda. Juda, en fait, c'est trois choses. C'est le personnage de Juda, tel qu'on le raconte dans la Bible. Juda, c'est le nom de ce royaume qui subsiste après la destruction du royaume d'Israël en moins 722 et qui s'accroche jusqu'en moins 597, avec donc les Judéens. Mais je dis ça aussi pour ne pas se précipiter. Yehudi donnera juif, mais on n'en est pas du tout là. Le juif, au sens où on l'entend aujourd'hui, a une connotation religieuse qui n'existe pas du tout encore, bien que Juda soit autour du temple. Il n'y a pas encore de judaïsme au sens où on l'entend aujourd'hui. Il faudra pour cela l'exil, justement, auquel j'en viens aujourd'hui. Donc voilà, où j'en viens maintenant. Schisme pendant royaume d'Israël, royaume de Juda au sud, deux grands rois d'Israël, Ézéchias et Juda, et cette destruction finalement du royaume d'Israël avec plusieurs déportations qui vont là pour le coup changer la physionomie du judaïsme. Jusqu'ici, on n'a pas eu trop l'occasion, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs, c'était un petit peu l'un de mes buts, de montrer que les événements politiques ont façonné en quelque sorte le judaïsme. Ils ont façonné l'identité hébraïque certainement, ça c'était ce que je voulais montrer, mais on n'en est pas encore au stade du judaïsme et c'était très important de montrer que les choses sont extrêmement progressives. Par contre, cet exil qui va se faire en plusieurs fois, de fait il y a 3 déportations que j'aimerais clarifier, va lui changer le caractère du judaïsme et peut-être même le créer en quelque sorte. La première déportation, c'est celle de Nabuchodonosor, donc il y a ce contexte de lutte entre les Babyloniens,
qui ont fini par éteindre la puissance assyrienne. Et alors même qu'il mène la guerre contre les Égyptiens, Nabuchodonosor fait son entrée à Jérusalem en moins 597, tout simplement parce que le roi Yehoiachin, à l'époque, un roi, peu de gens connaissent son nom, mais le roi Yehoiachin avait fait justement une fois de plus le mauvais choix. Il s'était tourné vers les Égyptiens pour essayer de regagner en autonomie. Et donc Nabuchodonosor le punit en quelque sorte en entrant dans Jérusalem, moins 597, et en déportant une partie de l'élite. Ce sont des événements qui sont rapportés en deuxième livre des rois au chapitre 24. Il nomme donc Yehoiachin est déporté avec toute sa cour et l'élite. Par élite, on entend les hauts fonctionnaires, on entend aussi les artisans qualifiés, on entend la famille royale, bien sûr, toute une diaspora donc, qui va finir en Babylonie. Il nomme ce roi Nabuchodonosor une sorte de gouverneur temporaire qu'on appelle Sédécias, un homme réputé faible, qui de fait, une fois de plus, alors même qu'il a été instauré par Nabuchodonosor, va chercher à écarter sa tutelle, va se tourner à nouveau vers l'Égypte. Et cette fois-ci, Nabuchodonosor réintervient 10 ans plus tard, on est en moins 587, et cette fois détruit totalement Jérusalem et tout le royaume de Juda. Donc, fin de l'autonomie politique de ce royaume de Juda, déjà est à croupion depuis 10 ans, mais alors là, c'est la fin totale. Et la partie méridionale passe sous le contrôle de Édom, les Édomites, le sud, et le nord, avec une petite capitale qu'on appelle Mitzpah. C'est une ville qui existe encore aujourd'hui, qui se trouve à 12 km au nord de Jérusalem, une petite capitale d'un État par un gouverneur, et donc fin de souveraineté politique judéenne. Donc après cette deuxième intervention, cette destruction, Nabuchodonosor nomme un autre gouverneur, Guédalia. Je le mentionne parce que en fait, ce gouverneur, bien que pro-babylonien, nommé par Nabuchodonosor, a été considéré par les sources rabbiniques notamment comme quelqu'un de bien qui a cherché à améliorer la situation sociale, mais qui a été assassiné, c'est intéressant, par un prince royal de descendance davidique. Et là, on voit qu'il y a une lutte qui s'instaure sur la légitimité de qui doit gouverner. Et cet assassinat de Guédalia est célébré chaque année dans le calendrier juif. Le 3 Tishri, le Tzom Guédalia, le jeûne de Guédalia, c'est justement célèbre la disparition, jugée comme regrettable par les rabbins, de ce gouverneur, certes pro-babylonien, mais qui avait cherché à améliorer en tout cas les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on voit qu'il y a ce rêve, cette poursuite de la dynastie davidique qui nourrit finalement cette pensée du messianisme. On retrouvera ce conflit après le retour d'exil, mais il est déjà en filigrane ici à travers cet assassinat du gouverneur de Guédalia. La révolte, enfin l'assassinat est durement réprimé évidemment par Nabuchodonosor. On est en 582, 5 ans après la deuxième déportation, et en 582 a lieu une troisième déportation et la suppression même de ce royaume édomite dans les marges sud. Et donc là, c'est la domination totale de cette province qui devient Yéhoud. Yéhoud, on entend Yéhoudi, bien sûr, une sorte de Judée. Yéhoud, donc totalement dominé par la puissance babylonienne. Alors donc, c'est le temps de l'exil qui s'ouvre. Le temps de l'exil est terrible, bien sûr, sociologiquement. Mais en même temps, l'élite va se regrouper en Babylonie, dans des villages dont on a retrouvé trace. La famille royale y est attestée. On a des tablettes qui parlent effectivement de la cour de Yehoiachin et de toute une... on parle ici peut-être de 20 000 personnes. Les historiens pensent que ces 20 000 personnes réparties dans plusieurs villes ou villages, des notables, des prêtres, des hauts fonctionnaires, des artisans spécialisés, surtout dans la technologie des métaux. Donc toute une société plutôt élitiste qui va garder certaines de ses prérogatives parce que le pouvoir babylonien, bientôt renversé par le pouvoir perse, et là c'est la période des Perses qui s'ouvre, avait une conception assez, on ne va pas dire souple du pouvoir, ils étaient grevés d'impôts absolument terribles, mais il les laissait s'organiser et conserver une certaine autonomie. Et on sait très bien que quelque part le judaïsme est né là. Le judaïsme
la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël l'affirme à sa première phrase, est né en Israël, mais de fait, c'est peut-être plutôt l'inverse. Le judaïsme est peut-être né en dehors de la terre d'Israël, dans cette première diaspora, c'est ça qu'il faut souligner aussi, c'est la première communauté juive en dehors de la terre, et de fait, c'est elle qui a profondément transformé le judaïsme. On sait que les personnes se retrouvent dans des lieux qui sont des ancêtres des synagogues, Beth Knesset, des lieux de rassemblement, qu'on y discute des affaires communautaires, qu'on y trouve un substitut au sacrifice qui de fait ne pouvait plus avoir lieu. J'ai déjà abordé ça dans le cours pour la prière. Donc une religion plus intériorisée, une religion plus orale, faite de formules. C'est donc le développement embryonnaire, bien sûr encore, de la prière, d'une participation, de réponse. Donc la mise en place d'un judaïsme qui, de fait, quand les exilés reviendront, va profondément transformer le judaïsme dans son ensemble, va aider à le construire, en tout cas. Donc, évidemment, sociologiquement, c'est un temps de pleurs. Nous qui pleurions sur les rives du fleuve Kébar, voilà, comme le dit le psaume, mais en même temps, un temps de création, quelque part, des bases du judaïsme. Les retours maintenant, les retours sont intéressants. Un nouveau roi va se lever sur la région. Je vous dis que les Babyloniens avaient été vaincus par les Perses. C'est Cyrus qui, en 538, devient le nouveau roi et pourvu d'une conception politique plutôt libérale envers les différents peuples qu'il a servis, autorise certains de ces peuples les Hébreux, en tout cas les Israélites, à retourner à Jérusalem et même à y reconstruire le temple. Alors, il y a une première vague d'exilés qui revient sous la direction de Sheshbassar. Ce n'est pas un personnage très connu, mais c'est un personnage important. Sans doute un des fils de Yehoiachin, le roi qui avait été déporté en moins 597, un des fils cadets. Sheshbassar emmène avec lui une caravane d'exilés. Il récupère les vases du temple de Jérusalem qui avaient été conservés dans le trésor royal de Babylone et il revient en Judée. C'est un demi-succès, plutôt un demi-échec, parce qu'il repose effectivement les fondations du temple, mais bientôt les travaux s'arrêtent parce qu'un nouveau roi se lève sur la Perse, le roi Cambyse. On révise notre programme de 6e, si mes souvenirs sont bons, le roi Cambyse de 530, moins 530 à moins 522, qui fait suite à Cyrus, et qui, lui, est fort occupé à préparer la guerre contre l'Égypte. Les forces sont mobilisées et donc les subsides ne parviennent plus jusqu'à cette reconstruction du temple de Jérusalem, somme toute très, très secondaire pour le pouvoir perse. En tout cas, une première vague d'exilés sous la conduite de Sheshbassar. Autre roi qui se lève, puissant, bien connu de nos écoliers que nous avons été, Darius, le roi Darius. Nouvelle caravane d'exilés, cette fois-ci sous la direction de Zorobabel, qui a été une figure quasi messianique en quelque sorte. Fils de Shaltiel, fils lui-même de Yehoiachin, il avait plusieurs fils, et qui revient en tant que gouverneur de Juda avec un vrai pouvoir donné par Darius. Et lui, avec les prophètes Haggai et Zacharie, Haggai, Haggai en hébreu et Zacharie, va reconstruire le temple. Les prophètes avaient la vision des plans du temple et il reconstruit le temple. Et cette fois-ci, il va jusqu'au bout. Ce temple de Jérusalem, qui devient le deuxième temple, est reconstruit et inauguré à la Pâque, Pessah, de 515, de l'an 515. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mouvement populaire. Zorobabel donc, est crédité d'avoir réussi sa mission. Il y a un véritable mouvement d'engouement populaire qui se fait en sa faveur, parce qu'il était de descendance davidique. Et donc, il y a un mouvement pour le porter au pouvoir. Il n'était que gouverneur, nommé évidemment par Darius. Mais là, il y a une poussée pour le faire roi et restaurer en quelque sorte la dynastie davidique dans sa pleine souveraineté. C'est un mouvement évidemment qui est surveillé de près par les Perses et qui va échouer. Et c'est le véritable coup d'envoi du messianisme au sens politique. Le messianisme a une visée religieuse et spirituelle, bien sûr, mais une forte visée politique à la base sur la restauration politique d'Israël. Troisième vague, c'est intéressant, sous le roi Artaxerxès Ier, cette fois-ci, Artaxerxès Ier, qui va essayer de susciter la renaissance de la Judée avec un personnage absolument très, très important, Néhémie,
Néhémie, Néhémie et Esdras ont chacun leur livre dans les hagiographes, mais Néhémie qui est un échanson à la base de la cour d'Artaxerxès qui réussit à se faire envoyer comme gouverneur pour donner un coup de fouet économique et il va effectivement complètement redévelopper la Judée, il fait réentourer Jérusalem de murailles. Il était très important que la ville soit fortifiée. Il y avait dans la psyché de la puissance politique de l'époque le fait d'une ville fortifiée, une bira, en faire une capitale réellement. C'est ce qu'il va réussir à faire. Il instaure un système d'impôts, il instaure un recensement et il réussit donc à faire de la Judée un centre à nouveau florissant. Et la quatrième étape de cette renaissance, en quelque sorte, toujours sous la direction perse, c'est Esdras, dont on nous dit qu'à la 7e année du roi Artaxerxès, probablement d'ailleurs plus le premier, mais le 2, donc vers moins 398, poursuit l'œuvre de Néhémie, mais sur un plan plus religieux. Il réussit en fait à harmoniser différentes pratiques religieuses pour lui donner le statut juridique de date, de loi authentifiée par le pouvoir perse et parler en quelque sorte une sorte de consistoire de l'époque, pourrait-on dire, en tout cas une représentativité religieuse juive, auprès du pouvoir perse, et dont on sait également qu'il a instauré, enfin, la tradition le dit, la lecture de la Torah 3 fois par semaine. On a déjà beaucoup parlé de l'œuvre réformatrice d'Esdras, mais là on peut dire qu'effectivement et l'exil a modifié le judaïsme et ce retour d'exil avec en particulier Néhémie et Esdras ont changé la face du judaïsme avec une notion intéressante, extrêmement sacerdotale. On sait que parmi les exilés, le milieu des exilés en Babylonie était de nombreux prêtres, en tout cas les notables et l'élite, et avec une certaine conception de la pureté. Évidemment, quand les exilés sont revenus en terre d'Israël, les maisons avaient été occupées et distribuées d'ailleurs par le pouvoir perse à d'autres personnes, plutôt d'une catégorie sociologique inférieure. Et donc, il y a eu une lutte à la fois sociologique, ça a été un peu une sorte de clash sociologique entre ces exilés de retour, ces notables de retour, et aussi une lutte en termes de légitimité. Qui avait la légitimité pour poursuivre l'histoire juive? Évidemment, pour les exilés, c'était eux et certainement pas les gens qui étaient restés. Donc, il y a une nouvelle idéologie qui se met en place, beaucoup basée autour des idées partagées par ce milieu sacerdotal et en particulier un milieu de la pureté. Vous savez, ce sont ces lois extrêmement dures que l'on lit dans Néhémie et Esdras, où Esdras demande à la population de se séparer de leurs femmes non juives pour reconstruire une sorte de Zera Israël, de souche israélite pure. C'est un sujet tout à fait intéressant, mais qui montre les luttes idéologiques très très fortes qui ont eu lieu entre les exilés et les Judéens qui étaient restés sur place, d'une couche sociologique encore une fois différente. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette période perse. Je vais juste commencer. De fait, j'avais prévu d'aller jusqu'à la destruction du deuxième temple, mais manifestement, je n'aurai pas le temps de le faire et je voudrais réserver un petit temps pour des questions. Donc, j'espère que cette foison d'informations réussit à conserver toutefois un petit peu la clarté, si l'on veut, à la fois le flux général de cette histoire absolument foisonnante et la clarté des grandes périodes. On a vu toute cette première période du Paléolithique jusqu'à moins 1200, où naît un petit peu l'entité hébraïque, une période faite de civilisation incessante qui cultive cette terre, qui la développe matériellement et spirituellement, avec toujours cette variabilité extrême des événements géopolitiques, notamment à la période du bronze, deux civilisations cananéennes florissantes, complètement détruites en quelques siècles par différents événements et par différentes invasions. La naissance d'une entité israélite vers moins 1002 sur les colonnes centrales de la terre de Canaan. Au passage, c'est intéressant, ça c'est l'ironie de l'histoire, on voit bien que le premier peuplement israélite est exactement inverse de celui d'aujourd'hui avec les Palestiniens. Donc il faut que je dise un mot d'ailleurs. Aujourd'hui, Israël occupe le Michor, ce qu'on appelle le Michor, c'est-à-dire la plaine, enfin 90% du peuplement de l'État d'Israël est concentré sur le Michor, la plaine littorale israélienne, alors que la Cisjordanie, ce sont précisément les collines centrales qu'occupait en fait le premier peuplement hébraïque.
Un mot sur les Palestiniens pour dire qu'évidemment, il n'y a pas de Palestiniens au sens historique à cette époque. La Palestine, la première mention de la Palestine se trouve dans les sources romaines, tout simplement parce que pour les Romains, cette terre était la terre des Philistins. J'ai oublié de mentionner cela. Je vous ai dit que la deuxième civilisation cananéenne avait été détruite par les invasions des peuples de la mer vers moins 1200. Ils ont mis à bas toutes les structures socio-économiques. Et parmi ces peuples qui sont cités dans la Bible, les Pélishtim, les Ézéens, les Phérézéens, les Héthéens, etc., ces 7 peuples non israélites, cananéens sont souvent cités par la Bible. Le plus important d'entre eux, c'était donc les Philistins, les Pélishtim, et on voit bien que Philistin, c'est ce terme qui a donné Palestine, encore une fois pour les Romains, qui se sont servis de ça pour nommer leur entité politique Palestine, Palestina. C'était pour eux le pays des Philistins. Il fallait juste rappeler ce fait. Donc, voilà, naissance de l'entité hébraïque vers moins 1002, qui occupe à ce moment-là les terres plutôt centrales. Et puis après, la grande saga, on va dire, monarchique, après la période des juges, et les 3 grands rois, Saül, David, Salomon, qui de fait constituent une entité politique et une souveraineté hébraïque et israélite, vite mis à mal à nouveau par ce schisme, donc royaume d'Israël, royaume de Juda au sud. C'est le royaume de Juda qui va subsister parce que le royaume d'Israël va disparaître avant, et qui va raconter l'histoire biblique, pense-t-on, sous Josias, et qui va donc forger cette mentalité judéenne qui deviendra par la suite juive au sens purement religieux, sens purement religieux qui commence à naître, on l'a vu, dans le milieu des exilés. Donc ces 3 déportations successives en moins 597, moins 587 et moins 582. Le premier judaïsme plus intériorisé qui va commencer à naître donc en exil, avec ces différentes phases de retour, restaure de fait un simili de souveraineté juive, mais toujours sous domination perse. C'est donc la période perse dont je vais parler, qui se termine avec Thrace. Et on va commencer tout juste à aborder la période suivante, qui donc la période hellénistique, tout simplement de ces royaumes hellénistiques, donc la civilisation grecque tardive, on va dire, qui fait son entrée au Moyen-Orient avec l'entrée, bien sûr, de Alexandre le Grand de Macédoine, qui en 333, suite à la bataille d'Issos, eh bien, franchit l'Hellespont, le royaume des Dardanelles, en tout cas, et fait la conquête de la Syrie, et descend et ira bien sûr jusqu'à l'Indus. Vous connaissez cette histoire. Alors, juste pour donner les prémices de cette période hellénistique sur lesquelles on continuera la prochaine fois, c'est l'histoire d'une conquête militaire, mais aussi une conquête culturelle extrêmement importante qui va là aussi changer la face sociologique du peuplement judéen, mais aussi le judaïsme. Pourquoi ? Parce qu'énormément de Grecs émigrent sur cette terre avec des nouvelles constructions. Jérusalem se pare de nouvelles architectures. Les Juifs, en fait, deviennent une minorité. Les Judéens originels deviennent une minorité. Et il va y avoir une lutte culturelle extrêmement forte entre de nouvelles élites complètement hellénisées et une portion du peuple, de fait sociologiquement plus agricole, moins nanti, qui va en quelque sorte incarner une sorte de résistance traditionnelle qui va devenir le milieu du judaïsme religieux, un milieu pieux duquel sera issu les Maccabées. Parce qu'on le sait, donc, cette culture hellénistique donc, se développe. Sur le plan politique, Israël va être soumis à 2 pôles très importants. Les Séleucides au nord, vous savez qu'après la mort d'Alexandre, eh bien, il y a eu son royaume a éclaté en trois parties, avec 2 fortes dynasties, la dynastie Lagide en Égypte et la dynastie Séleucide sur le territoire actuel de la Syrie. Et de fait, encore une fois, toujours cette histoire de croissant fertile, Israël est entre les deux et donc va basculer, est constamment mis en tension par les Lagides au sud et les Séleucides au nord. Ce sont les Lagides avec Ptolémée Ier qui s'emparent de la Judée, qui commencent à s'en emparer en 323. Alors là, on est après la mort d'Alexandre.
période de prospérité, mais avec ce combat culturel, encore une fois, avec les élites fortement hellénisées et le peuple qui tente à conserver des traditions plus ancestrales, plus judéennes de base, pour ainsi dire. Et puis ensuite, ce sont les Séleucides, on est vers moins 198, tiens, on n'est pas très loin, de moins 167 qui va signer la période des Maccabées. Eh bien, ce sont les Séleucides qui récupèrent la terre de Canaan et qui commencent à la mettre sous sa domination. Et avec l'acte fatal commis par l'un de ses rois, je ne vous fais pas toute la dynastie, mais en moins 167, Antiochus IV de Syrie, effectivement, interdit la religion juive en tant que pratique, cherche surtout à mettre la main sur le trésor du temple, trésor supposé. On supposait que ce temple recelait maintes et maintes richesses. Ce n'était pas faux, mais ce n'était certainement pas ce qu'espérait et ce que fantasmait Antiochus IV. Et là, il va y avoir donc une réaction parmi une famille judéenne, Mattathiahu et ses 5 fils, qui vont effectivement qui vont fomenter une rébellion écrasée, et c'est le début d'une guerre civile qui sera la guerre des Maccabées. Donc politiquement, c'est important parce que c'est ce qui va donner lieu à la dynastie hasmonéenne avec un courant politique important qui va chercher à restaurer une souveraineté juive. Ça, c'est un des modèles importants. Et du point de vue religieux, qui va faire émerger une sorte de piétisme aussi, qui va essayer de restaurer ce qui va devenir finalement le judaïsme au sens religieux. C'est parmi cette culture populaire piétiste que naîtront les pharisiens, qui seront eux-mêmes les ascendants du mouvement rabbinique. Et donc là aussi, il y a une polarisation intéressante, une polarisation sociologique entre des milieux culturellement différents et une polarisation culturelle et religieuse entre des milieux assimilés qui veulent aller vers la culture grecque et un milieu qui va résister pour fonder ce qui deviendra le judaïsme au sens religieux. Voilà, je pense qu'on peut... J'espère que la foison d'informations n'a pas nui au positionnement des grandes périodes. En tout cas, je crois que ça valait le coup de prendre un flux comme ça, un flux continu de la grande histoire de ce Moyen-Orient pour ensuite mieux positionner les éléments qu'on verra plus tard. Je vais rétablir les micros de chacun pour qu'on puisse poser quelques questions. Alors, je permets aux participants de réactiver leur micro et donc vous pouvez le faire pour le petit quart d'heure qui nous reste ensemble. Bonjour. Bonjour. Merci. J'avais une petite question, je ne sais pas si on m'entend. C'était pour savoir, on n'a pas parlé là du début de l'écriture. Alors peut-être qu'on en a parlé dans d'autres cours ou dans des choses comme ça, mais comment est-ce que ça se lit là par rapport à ce cours d'histoire sur les premières phrases d'écriture hébraïque? Alors, le cours de fait, on fera un cours sur les écritures, les évolutions des écritures. C'est absolument passionnant. C'est vrai que là, j'ai glissé un petit peu vite. L'écriture naît en gros au milieu du 4e millénaire, vers moins 3500, et va évoluer. Alors, il y a plusieurs évolutions. Il y a les évolutions, on va dire, matérielles de l'écriture. Au début, on est dans une écriture qu'on appelle d'objet, c'est-à-dire que les traits que l'on peut tracer sur différents supports essayent de reproduire visuellement l'objet. Et puis, on va assister à une stylisation, une abstraction progressive de ces signes pour évoluer vers une écriture qu'on appellera syllabique. Et puis, il y aura surtout la révolution de l'alphabet, qui est une révolution cognitive incroyable, mais ça, il faut vraiment prendre le temps de l'expliquer, parce que la révolution de l'alphabet, dans une écriture de choses, il faut des milliers de signes qui reproduisent des milliers de choses. Quand on dessine une montagne, quand on dessine un homme, une femme, un laboureur, etc., des milliers de signes représentent des milliers de choses. La syllabisation représente un progrès de ce point de vue-là, puisqu'il faut à peu près quelques centaines de signes pour reproduire toutes les syllabes. Mais l'alphabet, qui n'a pas besoin de plus d'un stock de 25 signes
pour reproduire tous les sons et l'infinie variation de ce que peut prononcer avec la pensée humaine, représente une révolution mentale incroyable. On pense qu'elle a eu lieu, c'est une histoire que je raconterai dans un cours plus précis, on pense qu'elle a eu lieu dans cette région, vraisemblablement justement dans le milieu de travailleurs sémites, ces captifs sémites que j'ai mentionnés, dans les travailleurs de mines dans le Sinaï. On a l'attestation d'une première phrase qui est basée sur des lettres, sur des phonèmes purement consonantiques. Et on pense que là, il y a cette révolution de l'alphabet. Et donc, vers, en gros, moins 1500, moins 1400, les découvertes de cette déesse Hathor, donc dans une mine occupée et travaillée par des travailleurs sémites. On voit une sorte de dédicace à la princesse, à la déesse Hathor, qui nous fait penser qu'effectivement, il y a l'embryon d'un premier alphabet. Cette découverte va se diffuser dans la région et vers moins 1200, sur la période actuelle, enfin sur le territoire actuel du Liban, il y a une écriture alphabétique tout à fait belle qui va ensuite se régionaliser. Et la première écriture hébraïque identifiée, donc vers moins 1100, il y en a ce qu'on appelait le calendrier de Gézer qui est identifié. Ce sont des exercices d'écoliers qui s'entraînent à écrire l'alphabet. Donc vers moins 1000, il y a un alphabet hébraïque, on va dire. Avant, on parlait d'écriture proto-cananéenne. Il y a différents vocables qui sont voilà, entre moins 1005 et moins 1000, pour faire très très court, à très gros titre. Découverte et diffusion de cette révolution de l'alphabet, de l'écriture alphabétique, et vers moins 1000, émergence d'une écriture hébraïque. Voilà. Après, cette écriture, elle va migrer, elle va se transformer notamment sous l'influence des Araméens. D'un point de vue graphique, elle va s'arrondir, et c'est elle qui va donner lieu à ce qu'on appelle l'hébreu carré. Et de fait, ce sont les exilés de Babylone qui vont ramener avec eux cette écriture carrée qui va concurrencer l'évolution de l'écriture hébraïque dont j'ai parlé autour de moins 1000. Il va y avoir les deux systèmes. Alors, les deux écritures viennent d'une même source, mais elles ont eu le temps d'évoluer graphiquement de manière très, très différente. Et graphiquement, c'est l'écriture ramenée par les exilés, l'écriture carrée qui va s'imposer et qui va finir par former l'écriture hébraïque. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair, parce que c'est vrai que j'ai fait ça à très gros traits. Mais de fait, l'écriture, c'est vers moins 3500 et le premier alphabet vers moins 1000. Alors, qui pose la question suivante? Peut-être qu'il n'y a pas de question. Mais est-ce que beaucoup de Juifs sont restés à Babylone, ne sont pas revenus d'exil? Oui, tout à fait. Que sont-ils devenus? Eh ben, par contre, on n'en sait pas grand-chose. Mais c'est vraisemblable que beaucoup de Juifs, effectivement, ne sont pas revenus, tout simplement parce qu'ils avaient eu le temps de s'installer. C'est le fameux début de la fameuse phrase de Jérémie: priez pour la prospérité de l'État, parce qu'elle est votre prospérité. Donc, il y a l'année. De fait, ça ne s'est pas trop mal passé pour beaucoup d'exilés qui ont fondé une famille, qui ont fondé une activité économique, et effectivement tous ne sont pas revenus, et c'est certainement, ils forment le substrat de ces communautés. Mais alors là, on est beaucoup plus tard dans l'histoire, mais quand après la migration des centres d'études juives, après la fondation du Talmud, il va y avoir des communautés qui, à partir de 300, cette fois-ci de l'ère chrétienne, 400, vont commencer à se former. Toutes les académies talmudiques de Pumbedita, toutes les grandes académies talmudiques babyloniennes, donc là on est vers 300-400, vont effectivement, c'est certainement aussi parmi eux des descendants de ces juifs qui ne sont pas revenus. Donc effectivement, il y a une sorte de continuité aussi vraisemblable. Par contre, sur cette période intermédiaire entre ceux qui retournent et le réessor florissant de ces académies talmudiques, là, il y a quelque part 6 ou 7 siècles dont on ne sait pas grand-chose.
J'ai enlevé le micro, enfin branché le micro. Est-ce qu'il y a encore des questions ou on considère que ça fait la journée? Je vois l'écran de Marie-Neige s'afficher. Est-ce qu'il y a des questions, Marie-Neige? Non, je n'avais pas de questions. D'accord, parce que je vois sais pas pourquoi ça s'est mis à bipler, effectivement, sur mon nom. J'ai vu la tournelle. Moi, j'avais une petite question. Ouais. Marine, oui. Marine? Oui, j'avais une petite question. Je n'ai pas réussi à bien noter le plus ancien site, là. J'aimerais bien regarder. C'est Ubédia, c'est ça? Oui, Ubédia, qui est crédité d'avoir 1,4 million d'années. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit, enfin francisé, ça s'écrit UBEI. Alors, attendez, je suis peut-être en train de faire une erreur. Je voudrais voir ce que j'ai noté. Non, c'est UBEYDA. Merci. Non, UBEIDYA. Excuse-moi. Ok, Ubédia. merci. Je peux revenir poser une question sur la période hellénistique. Oui, bien sûr. Pensez-vous que s'il n'y avait pas eu, qu'il y aurait pu ne pas y avoir de révolte des Maccabées et que l'hellénisme et l'extraordinaire capacité d'assimilation de l'hellénisme, d'acculturation, comme on dirait aujourd'hui, était une réelle menace sur le judaïsme, que le judaïsme aurait pu disparaître tout simplement à ce moment-là. Parce que c'est très frappant au musée de Jérusalem, quand on voit les restes architecturaux de cette période, on a l'impression d'être dans le monde grec. Absolument. En tout cas, l'élite était totalement vouée à la culture grecque. Alors, on raconte que c'est désolation de la désolation pour ce milieu piétiste qui va être en réaction. On y pratiquait des sports grecs. Les hommes y étaient à demi nus, pratiquaient la palestre. Enfin, voilà, tous ces sports, toute la culture grecque du corps. Certains, nous dit-on, justement, se faisaient aussi enlever le prépuce. Donc, il y avait une véritable effectivement engouement assimilationniste de toute une élite en tout cas, et certainement en plus avec les avanies politiques, de fait il y a un statut ambigu de cette dynastie hasmonéenne qui va être la prolongation de la révolte, mais ces Hasmonéens vont eux-mêmes devenir des sortes de potentats hellénistiques qui vont à nouveau susciter l'opposition des pharisiens. C'est-à-dire que la dynastie hasmonéenne est créée après la révolte de Matityahu et des 5 fils. Ils restaurent une souveraineté juive, mais à nouveau, ils sont gagnés par une sorte de cette culture grecque si puissante, effectivement, et si formidable. Et vont eux-mêmes s'helléniser, y compris d'une manière politique, en confondant les trois pouvoirs, le pouvoir de l'ethnarque, le pouvoir du stratégos, du stratège militaire, enfin, en concentrant à la fois le pouvoir politique, le pouvoir militaire, et scandale, hérésie aux yeux des pharisiens, le pouvoir religieux. Parce qu'il y a eu énormément, effectivement, de concussions à cette époque-là. Les grands prêtres étaient ni plus ni moins achetés pour avoir leur charge. Donc, effectivement, il y a une dissolution complète de l'éthique, en tout cas de l'éthique juive à ce moment-là, qui était qui apparaissait comme révoltante aux yeux de ce milieu plutôt populaire et piétiste, plutôt d'ailleurs en Haute-Galilée, dans lequel naîtront le premier mouvement rabbinique. Et absolument, la culture juive aurait pu totalement disparaître à ce moment-là. On est sur le fil du rasoir, là. Je ne sais pas si j'ai répondu, chère Monique, à votre question. Oui, tout à fait, merci. De la même façon, d'ailleurs, je l'ai souvent souligné, qu'après la destruction du deuxième temple, cette fois-ci,
le milieu rabbinique est extrêmement fragile. C'est une toute petite élite, bien qu'issue d'un mouvement populaire, au moment où elle reprend, après la destruction du deuxième temple, où elle essaye d'instaurer une survie du judaïsme, on est à un fil, là, on est à un fil de la disparition totale. Alors d'une part, parce qu'il y a eu un massacre, cette fois-ci en masse, le temple a été physiquement détruit, toute la caste du temple a été massacrée, et puis il y a eu des massacres extensif dans tout le pays. Et là, donc, c'est déjà sociologiquement, il reste une base extrêmement faible. Et là, c'est un petit fil extrêmement ténu aussi qui mettra des siècles à se réimposer comme la suite logique du judaïsme. Mais il y avait de logique, il n'y en avait absolument pas. C'est presque un miracle que effectivement l'histoire se soit poursuivie. Donc c'est une thématique forte de l'histoire juive, cette quasi-disparition et cette résilience. Mais effectivement, il y a eu ce risque à ce moment-là aussi vis-à-vis de la culture hellénistique. Justement, si je peux, une question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. L'histoire antique, vous venez de décrire le fait d'exil, d'invasion, et pourtant on voit qu'il persiste et se conserve une identité religieuse, voire politique. Est-ce qu'on sait si c'est courant à l'époque ou si c'est propre aux Hébreux de l'époque, et comment on l'explique, le cas échéant? C'est une très, très bonne question et très difficile parce que, de fait, quand on réfléchit, alors, ça a été thématisé par le christianisme comme le mystère, entre guillemets, de la survie juive. J'aime pas beaucoup ce mot parce que moi, je vois plutôt une résilience assez systématique et un programme intellectuel fort, une volonté, mais certainement, il y a aussi une part de mystère parce que les grands peuples de l'époque ont tous disparu. Les Assyriens ont disparu, les grandes puissances ont disparu, les Babyloniens ont disparu. Aujourd'hui, on voit leurs monuments, etc. Mais ces civilisations en tant que telles, même si effectivement sur le même territoire vivent aujourd'hui d'autres civilisations, mais ces civilisations ont totalement disparu. Même les Égyptiens, au sens des dynasties pharaoniques, ont disparu. Les Égyptiens aujourd'hui ont certainement le substrat en tant que peuple. Il y a une forme certainement de continuité, mais en termes de culture et en termes de culture politique, ça n'a plus rien à voir non plus. Donc il y a effectivement une sorte de mystère. Pourquoi ce peuple hébreu, ces Judéens, devenus ensuite les Juifs par cette transformation religieuse, par cette survie, cette résilience religieuse, ont survécu. C'est vrai qu'il y a une part quand même d'étonnement. Alors, on peut l'expliquer par une volonté féroce de continuer à transmettre. Effectivement, on peut penser que c'est vrai que le peuple hébreu, avant de parler de peuple juif, s'est retrouvé au centre de révolutions, je dirais, mentales, cognitives importantes, c'est-à-dire la découverte de l'alphabet. Quand on lit le texte de la Torah, alors il n'est pas question de le considérer comme historique, mais ce Matan Torah, ce don de la Torah, qui peut-être n'a pas existé en tant qu'événement, etc., mais témoigne quand même d'une chose, c'est d'une démocratisation du savoir. De fait, par exemple, sur le plan archéologique, on a retrouvé une diffusion de l'alphabet extrêmement importante et surdéterminée par rapport aux autres régions. Il y a une diffusion beaucoup plus dense de l'alphabet et donc de la culture sur la terre de Canaan, sur la terre d'Israël, ce qui peut assez rapidement, il y a eu l'intuition que le savoir, c'est quelque chose qui se partage et qui a donné une sorte de consistance au désir de connaissance et au désir de transmettre. Donc voilà, c'est pas la réponse évidemment globale à votre question, mais il y a eu assez tôt une stratégie de connaissance et de transmission qui de fait a marché. Là où les autres civilisations, beaucoup plus lourdes politiquement, reposaient sur une stratification totalement figée. C'est-à-dire que la caste des prêtres, qui seuls savaient écrire, détenaient le pouvoir. Donc, quand ces civilisations ont disparu, tout ça n'a pas été transmis. Alors que la civilisation hébraïque et israélite et juive a très tôt misé sur la diffusion généralisée du savoir, et c'est sans doute un facteur de coagulation qui a pu jouer dans la résilience juive. Là, encore une fois, des civilisations beaucoup plus puissantes politiquement ont totalement disparu. Merci.
Chers amis, 20h59, s'il n'y a pas d'ultime question, Bravo. je vous salue et Merci je vous dis à mardi prochain. Mardi prochain, on fera on fera la suite de l'histoire, mais alors c'est tellement colossal. De toute façon, on prendra le nombre de cours qu'il faut, mais on essaiera de traiter. Donc, on reprendra les choses avec justement cette révolte des Maccabées et on essaiera d'aller le plus loin possible jusqu'à nos jours. Mais voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais en tout cas, on poursuivra par un deuxième cours historique avant de reprendre d'autres sujets plus thématiques. Chers amis, bonsoir, portez-vous bien. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Bonne Au semaine, revoir, bonne merci. semaine. Merci. Merci. Merci.